Bon. Bienvenue pour cette session hybride physique à distance. À distance, vous avez le panneau des questions qu'on va tâcher de checker au fur et à mesure, et au pire, de toute façon, on rebalayera tout à la fin. En local, vous êtes là. Merci de lever la main pour prendre la parole, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont à distance, tant mieux pour vous, mais en même temps, vous ratez le super buffet avec des petites brochettes de fruits, tout ça, machin. Tant pis pour vous. La prochaine fois, on se verra et on boira un café. Je suis accompagné d'Alexandre Arnaud qui est en train de se connecter, qui va brancher ses écouteurs et qui pourra parler aussi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes tous les deux avant-vente chez WatchGuard, mais normalement dans la salle, tout le monde nous connaît. Ça rigole, ça rigole. Le sujet du jour, c'est FireCloud. FireCloud, c'est un produit qui s'inscrit dans le portfolio, dans les aspects SASI du portfolio WatchGuard ou SSE du portfolio WatchGuard. Et c'est un sujet qu'il faut qu'on évoque d'abord parce que le produit est nouveau et que c'est bien que vous sachiez ce que c'est et ce que ça fait. Mais c'est également un produit que j'aimerais qu'on démystifie un peu parce qu'on parle souvent du SASI en PME. Et à titre personnel, j'ai du mal à me faire à l'idée que la PME va se projeter à corps perdu dans le SASI, qui est plutôt une construction ETI grand compte d'une multiplicité de connexions, de multiples sites et de multiples usages distants. Là où le FireCloud, ce qui est globalement du Firewall as a Service, est une solution qui pourrait s'adapter à la PME et qui a vocation à régler certaines problématiques que vous pourriez rencontrer. Alors théoriquement, il y a un petit sondage là-dedans. Tu lances le sondage? Cool. Donc, à distance, vous allez avoir le sondage. En local, je vais vous poser la question comme ça. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez le plus avec des connexions VPN nomades? Ça connecte pas. Problème de connectivité, FX? Non, mais si généralement, quand les gens sont chez eux, ils ont le réseau. Ah, des problématiques d'adressage conjoint. Effectivement, l'adressage local, quand on est à la maison, qui est le même que l'adressage au bureau. Problème de connectivité et d'usage de ressources. La ligne principale qui est tombée, donc effectivement, on voudrait connecter le VPN, mais le site central est dans le noir. Un autre type de problème? C'est à peu près ça aussi. Aslan et Hugo, d'un point de vue support, j'imagine qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Ouais, ils disent oui et ils mangent des pains au chocolat. Ok les gars, merci les gars, vous êtes d'une grande aide. Alors, phénomène qu'on constate depuis quelques mois, c'est les gens qui voient tomber le CCLVPN pour aller vers le. Alors, je vais retransmettre la question. C'est un point qui est important. Il y a, d'un point de vue support, une question qui revient souvent. Quid de la fiabilité de L2TP sur IPsec? Quid de la fiabilité de OpenVPN? On ne devrait plus parler de VPN SSL puisque c'est du TLS, c'est plus du SSL, mais on l'appelle tous VPN SSL. Et que ça marche ou que ça marche pas, des questions sur le devenir de ces technos. Et c'est une bonne question. Globalement, on a le résultat de ce qui s'est dit à distance. Attends, je te laisse pour pas prendre le micro, mais en gros, ouais, ce qu'il y a, c'est 52%. Alors, 52% des gens à distance ont des problèmes liés au déploiement et à la mise à jour du client. Bah oui, hein, quand le client OpenVPN ou le client IPsec ou quel qu'il soit n'est pas à jour, qu'il faut le déployer, ça peut être une galère. 50% des participants ont des problématiques d'authentification d'utilisateurs. 39% de débit et performance. C'est marrant, moi j'aurais pensé plus, mais ok. Et 14% de gestion de la configuration. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le chat? Faudrait, ouais, si tu peux agrandir ta fenêtre. Alors, application des GPO pour les postes. Application des GPO pour les postes à distance. Et ces sujets-là, en fait, ils existent, quels que soient les technos de VPN. IKEV2 ou SSL, si le site auquel on essaie de se connecter est dans le noir, il n'y a pas de connexion. Salut James, t'es en retard. T'es le dernier arrivé, tu payes l'apéro. En même temps, t'es celui qui vient du plus loin. Donc bravo d'avoir fait la route jusqu'à chez nous. Donc le sujet du VPN, c'est un sujet qui est usuel pour tous les techniciens, pour toutes les équipes de support. Il y a des problématiques fonctionnelles. Et le but du FireCloud, alors j'aime pas ce que je vais dire là,
Le but du FireCloud, le but du Firewall as a Service, ce serait de remplacer le VPN. Je déteste ce vocabulaire, mais pourtant, c'est comme ça que c'est présenté d'un point de vue marché. C'est comme ça que tous les éditeurs le présentent, parce que oui, l'idée, même si technologiquement, on ne va pas remplacer du VPN, parce que le Firewall as a Service, c'est du VPN, l'idée, c'est de changer la façon dont on fait du VPN, pas tellement technologiquement, mais dans la façon de le mettre en œuvre et de le vivre au quotidien pour peut-être régler certains de ces problèmes et amener une forme, peut-être une forme de liberté aux clients en recherche de mobilité et peut-être amener une forme de simplification aux techniciens dans le maintien de ces solutions. D'accord? Et donc, waouh, on a des animations de dingue. C'est toi qui as fait ça? C'était dans le PowerPoint de base. Moi, je ne sais pas faire des trucs pareils. Moi, les slides qui tournent, oh là là. Donc, on va parler de cloud, on va parler de VPN, on va parler de connexion, on va faire une démo. On a jusqu'à midi, donc à un moment, on va pas faire que du PowerPoint. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez. Moi, je vais masquer ce panneau-là. Alex, tu prends la parole quand tu veux, tu as ton casque. Et puis en local, posez les questions que vous voulez également. Pardon, misclick. Hop là. On revient sur le sujet du VPN qui n'a rien de nouveau parce que malgré tout, hein, une fois de plus, les usages changent, il faut pouvoir s'y adapter et le VPN, c'est pour moi la clé principale de la cybersécurité. On ne peut pas parler de cybersécurité sans faire de VPN. Le VPN sert à pratiquement tout et intervient dans pratiquement tous les sujets de la cybersécurité. Le VPN, c'est le moyen de protéger un utilisateur à distance, d'abord en chiffrant sa communication. Aucun réseau Wi-Fi ne peut être considéré comme sûr. Le meilleur moyen de se protéger sur un réseau Wi-Fi qu'on ne maîtrise pas, c'est le VPN. Le VPN permet d'accéder à des ressources et le VPN permet également de se cacher derrière un firewall. Et donc, notamment avec le télétravail, même si les limites bougent et qu'il y a des changements à droite à gauche, il y a toujours des télétravailleurs, il y a toujours des gens en mobilité, notamment les techs, dans vos écosystèmes à vous. Et les utilisateurs sont toujours confrontés à la même chose. Ils se retrouvent en mobilité sur des connexions publiques, train, hôtel, réseau client. Bonjour, bienvenue. On a commencé sans vous. Hein. Du coup, James, t'es sauvé. C'est plus toi le dernier, c'est plus toi qui paye l'apéro. Eh oui, je fais toujours les mêmes blagues, je sais. Donc, nos utilisateurs se retrouvent à distance avec des données sensibles sur leur machine ou à tenter d'accéder à des données sensibles depuis leur machine sur des réseaux qui ne peuvent pas être considérés comme des réseaux de confiance. Et en réalité, la machine elle-même est une donnée sensible. Si je veux pirater une entreprise, le meilleur moyen, c'est d'infecter une machine quand elle est en dehors du périmètre du firewall, donc là où elle a le moins de protection. Il n'y a plus que l'EDR sur la machine et peut-être du MFA et ce genre de bricole. J'infecte la machine et quand l'utilisateur va revenir au bureau ou se reconnecter au bureau, alors il servira de moustique et pourra infecter d'autres choses. Ça, c'est un enjeu. L'autre élément, c'est les applications, tous les services cloud. Par essence, un service cloud, il est pas nulle part, il est n'importe où, il est accessible de n'importe où, donc il est attaquable de n'importe où, et on profite au final assez peu, en tout cas en PME, on profite assez peu des capacités de conditionnement des accès, typiquement le conditional access de Microsoft au 365 et les écosystèmes entre ID. On utilise assez peu ces fonctionnalités qui vont nous permettre de faire en sorte que le tenant du client ne soit accessible que depuis certaines IP. Alors, si tout le monde est au bureau, c'est facile. On dit dans le conditional access de Microsoft, seul mon IP public peut accéder à Office 365, à mon tenant Office 365, et on limite la surface d'attaque. Il n'y a plus de brute force et plus de tout ça. Mais quid des mobiles, quid des utilisateurs nomades, quid des agences à Pétaouchnok avec une connexion qui a une IP dynamique? Eh bien, le VPN sert aussi à ça, de pouvoir faire en sorte que mes utilisateurs soient rassemblés derrière une ou plusieurs IP publiques prédéterminées pour pouvoir faire du conditional access et en réalité, mieux protéger l'accès aux infrastructures cloud. Et puis, l'IA change la façon dont les attaques sont menées. Si vous voulez, j'ai une petite vidéo, si on a le temps, je vous la passerai. On commence à tomber sur des attaques basées sur des agents IA, où en fait, on a un ensemble de scripts, un ensemble de scénarios qui sont donnés à une IA, qui va lui permettre de dérouler différents événements d'attaque, en simultané ou pas, et d'évoluer en fonction des résultats de l'attaque. Et ça rend les attaques beaucoup plus
efficaces, beaucoup plus agressives, avec une portée beaucoup plus importante, puisque la même IA va pouvoir tenter de multiples choses en même temps sur différents environnements. Et les VPN ne règlent pas tellement ces problèmes-là parce que communément, les VPN sont mal configurés. Qui fait des politiques dédiées pour ces VPN, nomades ou site à site, pour limiter les usages d'un site à l'autre? Ouais, mytho. Si, ok, tu le fais un peu, on en a fait ensemble, c'est vrai. Je suis témoin, tu en as fait. À distance, je ne sais pas, mais globalement, quels que soient les technos de firewall ou de VPN que vous utilisez, chez au moins la moitié de vos clients, vous démarrez une connexion VPN, vous avez une règle qui fait un hello all, qui fait que votre utilisateur VPN, il peut, modulo l'étape de routage, accéder à tout. Et puis, ça reste comme ça, globalement. Les VPN site à site, qui sont grands ouverts avec tous les protocoles réseau, tous les ports TCP, UDP qui sont ouverts d'un site à l'autre, c'est commun, au moins en PME. D'accord? Et ça, c'est des choses qui ne nous aident pas, bien au contraire, à lutter contre toutes ces attaques qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus mobiles. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir régler ces problématiques-là. Et pour ça, on va essayer de changer la façon dont on va vous faire du VPN. Alors, on ne va pas réinventer la roue, hein. Par contre, on va vous contraindre un petit peu, vous allez voir, de façon à pouvoir modifier ça. Et donc, l'idée, c'est donc de pouvoir protéger mon utilisateur, ramener mon utilisateur derrière le VPN, parce que le VPN mobile, on parlait du VPN SSL tout à l'heure, le premier usage, c'est pas d'accéder à de la donnée. C'est quand on peut de faire du full tunneling pour pouvoir se retrouver caché derrière un firewall. Ça, c'est le premier usage. On l'a tous perdu de vue, les clients en premier, mais d'abord, c'est ça qu'on veut. Pouvoir protéger le plateforme SaaS et remettre un petit peu de rationalité. C'est français ce que je dis? Peut-être. Un petit peu de rationalité dans ces usages, dans les politiques associées au VPN. De façon générale, par habitude, vous lancez une connexion VPN, vous construisez une connexion VPN, et puis tout sort, tout passe. Modulo l'étape de routage dans les VPN nomades, mais globalement tout passe. Alors que l'idée, je n'ai pas tout traduit là-dedans, c'est dommage. C'est bon. L'idée, c'est que à l'inverse, dans une approche zéro trust, on va faire en sorte que c'est le principe même du zéro trust, on ne fasse confiance à rien ni à personne. Donc, il faudra de l'authentification d'abord et l'authentification va tout conditionner. Là où dans une connexion VPN telle que vous les utilisez aujourd'hui, et là on est plutôt dans le nomade, tout passe, tout est ouvert. Certains d'entre vous mettent en place des politiques basées sur des groupes d'utilisateurs, mais c'est quand même pas la majorité des cas de ce qu'on peut voir, en tout cas d'un point de vue support. Tout ce qui va être condition d'accès, c'est par défaut. Alors que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que seuls certains accès soient rendus disponibles à des groupes d'utilisateurs. Et donc, toute cette approche, tout ça, ce sont les éléments qui vont faire notre approche Zero Trust et qui vont, en réalité, juste par le changement de paradigme, vous allez le voir dans la configuration où ce n'est pas ouvert par défaut, on va vous demander de construire un certain nombre de choses très rapidement, rassurez-vous. C'est ce qui va nous permettre de rationaliser un petit peu ces accès, ces usages à travers la connexion VPN. Comment ça marche FireCloud? Eh bien, c'est tout simple. Mon utilisateur, il va devoir tenter de se connecter quelque part, et le quelque part, pour éviter le coût du bureau qui a un problème de connectivité Internet, puisque c'est ça que fait aujourd'hui notre utilisateur. Quand il lance une connexion VPN, il se connecte au bureau, et ben on va l'envoyer se connecter à un POP, un Point of Presence, d'accord? Un point de présence, un point de connexion, qui est en fait un data center dans lequel il y a des infrastructures WatchGuard. Et donc, mon utilisateur va lancer la connexion vers WatchGuard Cloud, donc pour un client européen en Europe, deu.watchguard.com. Mon utilisateur se connecte sur le portail WatchGuard, s'authentifie, il est validé, on valide sa connexion, il peut y avoir du MFA ou pas. Spoiler, il pourrait y avoir du FIDO2 ou pas. D'accord? Donc, peu importe la façon dont on se connecte, mon utilisateur s'authentifie. Et une fois authentifié, sa machine va établir une connexion vers le point de POP le plus proche. L'idée, c'est d'avoir un firewall qui, pour des raisons de performance, soit toujours le plus proche possible de l'utilisateur pour qu'on ait le moins de problèmes de latence possible, etc. Et donc, des points de POP, on va en avoir différents à travers le monde pour que mon utilisateur puisse se connecter, accéder, d'abord à Internet. C'est mon premier cas d'usage.
protéger la navigation Internet de mon utilisateur nomade, lui faire de l'inspection HTTPS, etc. Bonjour Chloé. Du coup, c'est toi la dernière arrivée, donc c'est toi qui paye l'apéro. Vous l'avez eu, vous avez eu chaud. Hein. Merci Chloé d'avoir sauvé les partenaires. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage classique du VPN. Il faut aussi, dans certains cas, pouvoir accéder à des ressources locales de l'entreprise. Mais du coup, comment faire pour accéder à une ressource locale de l'entreprise si le firewall auquel je me connecte n'est plus dans mon entreprise, n'est plus le firewall de mon site central? Eh ben, c'est ce qu'on va voir avec le FireCloud et c'est les différents types d'accès qu'on pourra avoir, tant protéger l'accès à Internet que donner accès à une ressource privée. Toujours pas de commentaires, Alex? Bon, je continue alors. L'idée générale, mais si, en fait, si, tu as changé quand même les schémas, je n'avais pas vu. Merci d'avoir fait des schémas plus beaux. Tu as rajouté? C'est vrai? Non, ça va. L'idée, c'est que mon utilisateur, lorsqu'il va se connecter avec le Connection System Manager qu'on a à gauche, qui en fait, factuellement, n'est ni plus ni moins qu'un client VPN. C'est un client VPN, mais qui n'a pas vocation à se connecter à un firewall qu'on va qualifier de privé, mais de se connecter à un firewall privé instancié, un firewall WatchGuard chez WatchGuard pour lequel il n'y a pas de maintenance. Et donc, mon utilisateur, il va passer réellement à travers un firewall. C'est ce qu'on a ici. Il faut que j'arrête de pointer avec le laser, sinon à distance, on ne voit pas. Ce que vous avez dans les deux briques rouges, là, c'est l'accès à un firewall. Donc, vous allez trouver l'antivirus, vous allez trouver le web blocker, vous allez trouver le contrôle d'application, vous allez trouver l'IPS, vous allez trouver la sandbox avec la PT Protection, vous allez trouver l'IAV, tous les services de sécurité que vous avez dans un Firebox en Total Security Suite sont dans cette instance. Et donc, le trafic de mon utilisateur va être soumis à ces services de sécurité à travers des proxys, comme ce que vous auriez configuré dans un firewall physique. D'accord? Sans les contraintes du déploiement, de la configuration complète et de la maintenance et des mises à jour. Et donc, mon utilisateur va passer dans le firewall qui est en haut pour accéder à des ressources web. D'accord? Il va être connecté au point de POP, au point de présence le plus proche de lui pour accéder à n'importe quoi sur le web. Mais en parallèle, si mon utilisateur a besoin d'accéder à des ressources privées, il va passer peut-être, si c'est nécessaire, d'un POP à l'autre pour se retrouver à accéder du point de POP le plus proche du bureau aux ressources du bureau. D'accord? Et utiliser ici des voies très très haut débit pour passer d'un POP à l'autre et malgré la distance géographique très importante, ne pas avoir besoin de se taper des latences transatlantiques, transcontinentales, etc. Donc typiquement, mon utilisateur qui serait connecté au Japon, parce que c'est beau le Japon, j'irais bien au Japon. S'il y en a encore un autre qui arrive après Chloé, il paye le voyage au Japon pour tout le monde. Moi, je propose. Pour les présents, hein, ceux à distance, tant pis pour eux. Hein. Imaginez que mon utilisateur est au Japon, il va se connecter à un point de POP qu'on va voir après, qui sera probablement, alors à voir, mais peut-être à Singapour, parce que ce sera le point de POP le plus proche de lui. D'accord? Et donc, il aura une performance Internet qui sera excellente avec un firewall proche de lui. Mais lorsqu'il va vouloir accéder à une donnée qui sera à Lyon, parce qu'on ne va pas parler de Paris, eh bien, le site de Lyon sera connecté à un point de POP pour donner cet accès à des ressources à distance, des ressources locales à distance. Le point de POP utilisé par le site local, lui, sera un point de POP européen. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Pas de questions à distance, c'est clair? Ouais. Alors, ok, il joue le suspense. Effectivement, il y a des slides après sur les POP, on va en reparler tout de suite. D'accord? Mais donc, dans le cadre d'un utilisateur qui est local, un utilisateur français en France qui accède à Internet et qui accède à des ressources locales d'un site en France, eh ben, en réalité, il n'y aura qu'un seul point de POP, d'accord? Puisque et lui et le site seront au plus proche. Une question qui est pour connecter une imprimante locale réseau, par exemple, il faudra donc avoir du FireCloud Total Access. On est d'accord pour être dessus.
Alors, comme tu n'as pas le micro, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Pour connecter une imprimante locale réseau, par exemple, il faudra avoir du FireCloud Total Access. On est d'accord? Eh ben, ça va dépendre où doit être l'imprimante. Locale à quoi? Parce qu'une imprimante locale, je suis désolé, mais si je veux jouer le pénible, l'imprimante locale, elle peut être locale aux télétravailleurs. Ici, il faut que j'arrête avec mon laser, mais je suis très content avec mon laser. Locale ici, ou elle peut être locale à une ressource. D'accord? Vous pourriez décider d'imprimer à distance des bons de transport pour le logisticien qui est à 500 km de vous. Donc l'imprimante locale aux ressources qui est là, eh bien, il y aura du FireCloud Total Access parce qu'en même temps, il y aura accès à des ressources locales de l'entreprise. D'accord? Alors que mon télétravailleur qui veut imprimer sur son imprimante à lui, à côté de chez lui, à côté de son bureau en télétravail, non, il n'aura pas besoin de faire du Total Access. Alors, ce commentaire-là est intéressant puisqu'on ne l'a pas évoqué. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas fait de slide à ce sujet. Licence. Si je veux accéder, si mon cas d'usage, c'est protéger mon utilisateur dans son accès à Internet, et uniquement son accès à Internet parce que toutes mes ressources sont SaaS, d'accord? La licence qui est nécessaire, elle s'appelle FireCloud Internet Access. D'accord? C'est une licence par utilisateur simultané qui donne la possibilité de protéger un nombre d'utilisateurs simultanés dans leur navigation Internet, de se connecter et d'avoir cette protection. Si l'usage, en plus de la protection de la navigation Internet, c'est accéder à une ressource locale de l'entreprise, à ce moment-là, la licence s'appelle FireCloud Total Access. Et auquel cas, ça contient la protection de la navigation Internet et l'accès à la ressource locale de l'entreprise. D'accord? Excellente question, merci. L'idée, c'est de ne pas avoir à se taper le déploiement d'un firewall. Déployer un firewall, si vous faites ça correctement, la plupart d'entre vous connaissent mon point de vue, une bonne installation de firewall, c'est 2 à 3 jours hop. D'accord? Entre la définition des politiques, l'intégration, la définition des besoins, l'inspection HTTPS, etc., etc., etc. Vous n'allez pas passer 2 à 3 jours homme à configurer un firewall instancié pour un utilisateur. Ça n'aurait pas de sens économiquement. Or, l'un des enjeux de cette solution, ça peut aussi être dans certains cas une projection économique différente dans l'usage du firewall ou dans l'achat du firewall. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple. Donc, pour démarrer du FireCloud, je vais dans ma console WatchGuard, j'active des licences FireCloud, ça me débloque le menu FireCloud et je vais avoir des politiques par défaut avec des filtrages par défaut et l'inspection HTTPS qui est active par défaut. J'ai plus qu'à récupérer l'agent, déployer mon agent sur une machine. Alors, normalement, vous utilisez tous le PDR de WatchGuard et c'est tant mieux, auquel cas je vais vous montrer un truc qui va sortir qui accélère le déploiement. Pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler avec cet EDR, eh ben, tant pis pour vous, vous aurez un MSI à déployer et je suis sûr que vous êtes des grands garçons ou des grandes filles et que vous arriverez à déployer un MSI assez facilement. D'accord? Donc l'idée, c'est de pouvoir démarrer très vite, vraiment très très vite, pour de la navigation Internet et pour de la protection locale. On va en parler et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous pourrez voir que c'est très rapide à déployer et on ne parle pas du tout de jours entiers de prestations pour démarrer ça. L'interface de gestion que vous allez avoir, c'est important, elle est quasi identique à la gestion cloud des firewalls. Alors, je ne sais pas si certains s'y sont lancés, ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé? Est-ce que certains d'entre vous en ont en prod? Et est-ce que certains d'entre vous, éventuellement, ont fait marche arrière? J'ai un avis sur la question, bien entendu. Normalement, mon avis est célèbre, mais on s'en fout de mon avis. Personne n'ose répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, si, il y en a, mais ce n'est pas le sujet. L'idée à terme, ce serait de pouvoir se projeter dans un portail. Alors là, on parle roadmap très longue durée, hein, c'est 2027-2028. L'idée d'avoir une gestion qui soit identique dans le FireCloud et dans le firewall géré en cloud, c'est à terme de pouvoir se projeter dans du CASB et avoir un portail de gestion des politiques qui permettrait dans WatchGuard Cloud de configurer l'accès de Jean-Pierre depuis PC34 pour accéder à une ressource et qu'en faisant une politique d'accès, ça vienne s'appliquer au MFA, à l'EDR,
au firewall physique, au Fire Cloud, etc., etc., etc. D'accord? Je ne suis pas persuadé que toutes les PME aillent dans cette direction-là, où est le besoin d'aller dans cette direction-là, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut. Pour moi, c'est l'une des briques avec le firewall as a service pour lesquelles le SASI pourrait prendre un sens en termes d'économie d'échelle et de temps de gain de temps de configuration. On va vous montrer, il y a des tableaux de bord. Alors, c'est le début de la solution, donc il y a déjà un certain nombre de tableaux de bord, d'autres vont arriver. À titre individuel, ce que j'adorerais, c'est que les tableaux de bord soient les mêmes que le firewall et qu'ils soient rangés au même endroit. Est-ce qu'on m'écoutera ou pas? Je ne sais pas. On reparlera du coup du panneau des feedbacks, puisque les choses qui vous manquent, c'est pas la peine de venir vous en plaindre à moi. Vous pourrez venir vous en plaindre directement à WatchGuard dans le panneau des feedbacks que j'espère tout le monde connaît. Mais l'idée, donc, ce sera de pouvoir suivre en quasi temps réel l'activité, les usages. Mais pour le coup, comme vous n'avez pas à vous soucier de la bande passante, l'usage autorisé ne sera pour une fois pas nécessairement le point le plus important, et vous pourrez vous concentrer pour une fois un peu plus sur des éléments bloqués et des éléments interdits, notamment pour affiner vos politiques. C'est quoi ça? Pardon. Vas-y, défile toi. Allez, bouge. Évidemment, c'est sur celle-là que ça bloque. D'un point de vue technologique, le Firewall as a Service de WatchGuard, oh dis donc, pardon, mon PC rame s'il y a une VM derrière et que mon PC est fatigué. Le Fire Cloud, c'est du WireGuard. D'accord? WireGuard, c'est une technologie de VPN relativement récente, open source, qui, à terme, pourrait devenir une alternative à beaucoup de choses. Pour répondre à la question support de quid du L2TP, quid de l'OpenVPN, etc., etc., une grosse partie du financement de WireGuard, c'est OpenVPN. OpenVPN, c'est une techno qui commence à être un peu ancienne, qui a eu pas mal de problématiques, qui souffre de problèmes de manque d'agilité, d'évolutivité, et donc OpenVPN finance WireGuard. Donc WireGuard est pressenti pour être le futur remplaçant d'OpenVPN. Donc un jour, OpenVPN pourrait disparaître au profit de WireGuard. D'un point de vue usage immédiat, si on fait 2 secondes l'abstraction de ce dont on vient de parler, vos utilisateurs devraient probablement utiliser l'IKEV2 depuis environ 10-12 ans. Parce que l'IKEV2, c'est globalement la techno normée la plus rapide et la plus sûre sur le marché. On peut trouver des choses peut-être un peu plus rapides, peut-être un peu plus sûres, mais pas les deux en même temps. Le problème de l'IKEV2, les problèmes de l'IKEV2, c'est des ports qui ne sont pas forcément toujours ouverts. Vous avez tous pu probablement constater que certains opérateurs mobiles ou FTTH n'autorisent pas tous les ports ou ne mettent pas la même priorité sur tous les ports. Donc, une techno VPN sur une liaison spécifique va avoir certains résultats et une autre techno de VPN pourra avoir des résultats radicalement opposés en termes de fonctionnement et de performance. Donc, l'IKEV2 a souvent eu comme frein l'usage du port 4500 UDP, entre autres, mais également des problématiques de diagnostic. D'un point de vue support, vous, je ne sais pas, mais moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'aide l'un d'entre vous, alors peut-être pas nommément, mais disons un partenaire WatchGuard ou un client WatchGuard, à diagnostiquer un problème de VPN, que ce soit site à site ou nomade. Parce que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de lire les normes relatives à l'IPsec pour comprendre le fonctionnement de l'IPsec, qui, somme toute, n'est pas hyper compliqué quand on l'a lu, et de s'apercevoir qu'en fait, il y a des éléments prédéterminés, organisés d'une certaine façon pour pouvoir faire fonctionner et de là, mieux maîtriser les aspects diagnostiques du VPN. Là où l'OpenVPN, bien souvent, on se dit que c'est plus simple. En gros, mon user se log ou pas et il monte le tunnel ou pas. D'accord? Donc, on a en général une simplicité de diagnostic au bénéfice d'OpenVPN vis-à-vis d'IKEV2. Donc, c'est aussi ce qui a fait que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients et beaucoup de tech ont privilégié l'OpenVPN. Après, il y avait cette histoire de port, mais quand on voit que beaucoup de clients utilisent OpenVPN sur le port 4443
ou le 1443 qui sont fréquemment pas plus ouverts que le 4500, en fait, dans ce cas-là, autant utiliser l'IKEV2. Donc, pourquoi utiliser WireGuard dans FireCloud et pas l'IKEV2? L'idée, c'est de pouvoir vous simplifier un petit peu le quotidien. l'IKEV2 a vocation à être très ouvert, très interopérable, et que n'importe quel éditeur faisant de l'IKEV2 puisse faire de l'IKEV2 avec n'importe quel autre éditeur. Et donc, cette ouverture complexifie un petit peu les choses, là où WireGuard va retirer certaines options, rendre les choses un petit peu plus statiques, mais du coup, beaucoup plus facile à diagnostiquer, parce que comme OpenVPN, on va se retrouver avec quelque chose de plus léger, en fait, en termes de gestion et en termes de configuration. D'un point de vue débit et performance générale, parce que la performance, c'est pas que le débit, on va se retrouver en général, alors ça, c'est issu de la page de WireGuard. Maintenant, ils vendent rien, donc pourquoi est-ce qu'ils feraient de la publicité mensongère? Il y a assez peu de raisons. En général, on constate quand même que les performances en WireGuard sont bien meilleures qu'avec le reste. Tant en termes de débit, en haut de ce graphe, il est où mon mulot? J'ai perdu mon mulot. Que en termes de latence. L'un des grands problèmes de l'utilisateur en VPN, qu'il se plaint qu'Internet est lent, mais pas tellement pour un problème de débit. En général, c'est un problème de latence. L'OpenVPN, l'usage du TLS n'est pas performant. D'accord? Et en plus, rentre en conflit avec pas mal d'autres processus sur la machine, donc ça n'aide pas. Donc l'idée, c'est qu'avec WireGuard, par rapport à un IKEV2, on va se retrouver avec des performances grandement améliorées. Pour avoir quelque chose qui, malgré tout, est très sûr, et il est prévu dans WireGuard la capacité d'intégrer de nouvelles mécaniques de chiffrement à l'avenir, de façon à pouvoir faire évoluer ces mécaniques de chiffrement, ce qui n'était pas le cas dans OpenVPN, qui est coincé avec du SSL et du TLS. D'accord? Donc voilà pourquoi ce choix. Le fonctionnement de l'IPsec, je vous ai remis un petit graphe qu'on trouve facilement sur le net, parce que si d'aventure vous aviez des problématiques et que je n'ai pas le temps de vous prendre au téléphone, au moins vous aurez des éléments de diagnostic pour vous. Normalement, j'en ai aussi pour vous montrer la différence de fonctionnement avec le WireGuard. L'IPsec, c'est un ensemble d'échanges entre les deux membres, les deux extrémités du tunnel, que ce soit client-serveur ou site à site, c'est pareil. Et donc, il y a un grand nombre d'échanges pour s'assurer qu'à chaque étape, on va bien avoir les mêmes paramètres. D'accord? C'est comme ça que fonctionne l'IPsec. Donc, mis à part une pré-shared key qui va intervenir, je suis bigleux, qui va intervenir, je ne sais plus trop où on va la retrouver. Dans l'IPsec, tout est contrôlé. Et si vous regardez les paramétrages de l'IPsec dans un WireGuard ou dans une autre techno qui est proche de la norme, là, vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez la possibilité de mettre plusieurs propositions pour qu'une négociation soit possible entre les tiers. D'accord? Donc ça, c'est l'IPsec, phase 1 et phase 2. Là où dans le... Ah, j'ai pas mis la source, c'est pas bien. Là où dans WireGuard, en fait, on a des choses qui sont beaucoup plus statiques. Les éléments de chiffrement sont statiques. On fournit une clé au client. On va en faire des dérivés basés sur l'adresse du client. D'accord? Chaque client va avoir une adresse IP statique dans la connexion VPN et on va se servir de ça pour créer des dérivés de cette clé et avoir pour la même clé, en fait, des mécaniques de chiffrement qui soient différentes. Mais du coup, il n'y a pas de négo. Le client se présente, il a la bonne clé, c'est monté. D'accord? C'est aussi l'une des clés de la performance par rapport à du VPN SSL qui va nous obliger à faire du TLS et des échanges de clés, récupérer le certificat, ça, c'est une condition requise. Le chiffrement symétrique est beaucoup plus performant que le chiffrement asymétrique. D'accord? Question? Commentaire? Rien à distance? Bon. C'est peut-être une redite, ça, non? Ah, non. C'est bien. On va avoir une vraie gestion des firewalls. Lorsqu'on va établir les connexions de nos utilisateurs à distance, créer la connexion pour nos utilisateurs à distance, pardon, le cas habituel de configuration, ça va être d'utiliser, on en parlait en préambule, d'utiliser les stratégies par défaut du firewall. Donc ça, normalement, tout le monde connaît. C'est la stratégie par défaut qui fait qu'un utilisateur connecté en VPN SSL peut accéder modulo
modulo les tables de routage, il peut accéder, où mon curseur il est là, il peut accéder à tout, sur tous les ports et tous les protocoles réseau. Donc mon utilisateur qui se connecte en VPN, si je lui fais un full tunneling, il a accès à tout Internet, sans filtrage, sans proxy, sans peut-être même sans IPS, dans un certain nombre de cas, sans log, sans rien. Mon utilisateur se connecte et en fait, il s'est connecté à une Lightbox et il sort et c'est open bar et du coup, il se retrouve beaucoup plus exposé à un certain nombre de menaces. Ça marche chez WatchGuard, mais ça marche chez tous les copains. Aucun d'entre vous n'aura eu envie qu'on dise quand tu montes une connexion VPN, tu dois construire des règles de firewall. Et pourtant, c'est un prérequis. On va avoir besoin de le faire. Et c'est ce qu'on va faire dans FireCloud, mais de façon simplifiée. Vous n'aurez pas tous les éléments à faire pour qu'on puisse se retrouver à avoir des politiques, au moins pour l'accès aux ressources, pour l'accès au web. Comme on va vous activer les services de sécurité par défaut, ce sera un peu plus facile. Mais qu'au moins pour l'accès aux ressources locales de l'entreprise, vous soyez contraint de conditionner, de créer des politiques pour l'accès. D'accord? Pas de questions? Les points de présence, les POP, où sont-ils? Les points de présence, ils sont toujours actifs. Ils sont hébergés pour nous dans des data centers qui nous hébergent. C'est intégré à WatchGuard Cloud. Donc, ça subit les mêmes processus de contrôle, de pen test interne, externe, d'isolation. D'accord? Nous n'avons pas accès au contenu de ce qui transite dans les points de POP. Et l'idée de ces points de POP, c'est donc de pouvoir être le plus proche possible de l'utilisateur pour pouvoir répondre à la problématique de la latence d'abord. Les points de POP aujourd'hui, il y a je crois qu'il y a une erreur dans ce slide, il faut que je vérifie. Les points de POP, ils sont 6. Vous en avez 2 aux US, on s'en moque. Vous en avez 2 en Europe, en Allemagne et en Irlande. Tiens, du coup, il y a 2 erreurs dans cette slide. Il y en a un à Singapour et il y en a un en Australie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de point de POP en France. Ça va venir. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. On a des points de POP en Europe et on va voir que ça n'empêchera pas d'avoir du français. Oui. Le Brésil, il faut que je vérifie, mais pour moi, il n'est pas up encore. Ouais, mais il me semble bien, c'est la réflexion que je me faisais hier soir et on va le vérifier tout à l'heure. Et je crois que le 7e, il n'est pas up encore et qu'il va être up là prochainement. D'accord? Donc les points de POP en France, c'est pas encore prévu. On peut les déployer vite, mais pour l'instant, c'est pas fait. Quand on va établir la connexion au VPN, mon utilisateur va donc lancer une connexion vers WatchGuard Cloud pour s'authentifier, puis en UDP 4500 vers le point de POP le plus proche pour monter le tunnel. Il a été décidé d'utiliser l'UDP 4500 parce que comme il est communément utilisé pour l'IPsec V1 ou V2, du coup, ce port est fréquemment utilisable. D'ailleurs, je pensais que Starlink le bloquait, c'est ce que j'avais lu partout, et factuellement, on a vu ce matin, à ma grande surprise, que Starlink ne le bloquait pas ou plus, je ne sais pas. Et donc ça va créer le tunnel vers l'instance. Alors j'aurais pu changer le nom du firewall, ici on arrivera aux États-Unis. On se connecte vers un pool d'IP qui est préétabli, qui est connu, qui est documenté. Donc vous pourrez l'autoriser ou pas dans des firewalls. Ce seront les mêmes IP qui serviront pour la sortie. Et là-dedans, on va pouvoir passer à travers les différentes mécaniques du firewall de la même façon qu'on aurait fait dans un firebox. Et donc, on va passer dans les proxys, on va passer sur les interfaces de sortie pour accéder à Internet. C'est ce qu'on a ici. Et dans le cas où on aurait besoin d'accéder à des ressources locales, à ce moment-là, il y aura une autre chaîne de trafic qui permettra d'établir une connexion vers mon site central. Et comment est-ce que j'accède à mon site central? Eh bien, pour ça, je vais utiliser une passerelle VPN, on va dire. Cette passerelle VPN, c'est un composant qui va permettre d'établir une connexion VPN montante entre mon infra local et FireCloud.
de sorte qu'on puisse passer relativement facilement à travers les firewalls, sans prérequis d'IP statique, puisque la connexion se fera en sortie depuis mon infra local vers le FireCloud. OK ? Cette connexion, elle utilisera le port UDP 4501 en sortie, et ce composant passerelle, je vous le montrerai tout à l'heure, il va pouvoir prendre différentes formes. La première forme, ce qui est fonctionnel aujourd'hui, c'est une VM que vous allez mettre dans votre hyperviseur, dans votre infra, et cette VM, très facile à déployer, sans maintenance, va pouvoir créer le tunnel et servir de point de connexion pour les ressources locales. L'intérêt, c'est que ça permettra de fonctionner quelle que soit la techno de firewall et à peu près quel que soit l'environnement réseau dès lors que le port est ouvert en sortie. En bêta aujourd'hui, pour le cas du client de la TPE qui n'aurait pas d'hyperviseur et qui n'aurait qu'un serveur Windows, eh bien, il y a un agent qu'on va pouvoir mettre sur un serveur Windows pour que cet agent crée cette connexion vers FireCloud et ne pas avoir besoin de cette VM dans l'hyperviseur. Et au mois de décembre, je suis un peu en avance sur les slides, mais comme ça c'est fait, au mois de décembre, les Firewall WatchGuard pourront eux-mêmes créer cette connexion. Donc vous aurez 3 modes d'intégration possibles. Vous pourrez choisir entre les 3 et on pourrait même imaginer utiliser les 3. Pour peu que vous ayez 3 sites contenant des données, eh ben on pourrait avoir ces 3 intégrations en même temps. Vous avez un bout de data center en région lyonnaise, donc vous avez de l'hyperviseur, donc vous mettez la VM, c'est simplifiant. Vous avez un site où il y a du développement, 3-4 serveurs, un Firewall WatchGuard, c'est le Firewall WatchGuard qui créera la connexion pour pouvoir accéder à ces ressources-là. Et puis, on aurait un serveur de surveillance de production sur un site à Pétaouchnok. Et ce serveur seul, lui, il aurait le module serveur pour pouvoir donner accès à ces ressources. D'accord ? Pas de question ? Oui, question. Si on parlait de l'aspect sécurité, on est comment au niveau performance et latence sur la connexion, on va dire plus ou moins aux utilisateurs et la connexion VPN à distance, je vais vous redonner la question. Privé et on a accès direct à ces ressources plutôt que de passer par un serveur, par un pub et avoir accès à ces ressources par la suite. Je suis pas sûr d'avoir suivi. La question, c'est quel niveau de performance on a quand on passe d'un client à une ressource locale à travers. Alors, quelle va être la différence de performance entre un VPN classique et cette connexion VPN qui va passer par les points de POP du FireCloud? Bah, je pense que le point de départ de cette question, c'est ça. Si c'est de l'OpenVPN, si ton utilisateur se connecte en OpenVPN au firewall du bureau, on part de toute façon avec une latence qui est excessivement mauvaise avec OpenVPN. Le premier constat, c'est celui-là. Le deuxième constat avec OpenVPN, qui est le plus communément utilisé, de ce que je vois en tout cas, c'est aussi un mauvais débit. Donc, l'expérience utilisateur, c'est celle que vous avez aujourd'hui et elle est intrinsèquement pas folle. Alors, pour faire du RDS, on s'en sort pas mal. Mais déjà, l'accès à un NAS en interface web pour récupérer un fichier, c'est pas fou parce que même si la latence compte peu, le débit est pas très bon. L'intérêt de WireGuard, c'est d'avoir une bien meilleure latence et un bien meilleur débit. Et du WireGuard, allez, dépêche-toi. Pardon, je reviens là. Du WireGuard, j'en aurai aussi bien entre mon utilisateur et le firewall que entre les ressources locales et le firewall. Ce sera du WireGuard partout. Modulo les performances de l'interface. Ici, du point de vue du firewall, on est dans un data center, on a des liaisons, des liaisons 10 gigas, voire des liaisons bien supérieures à ça dans un certain nombre de cas. D'accord ? Donc, s'il doit y avoir un point de blocage, potentiellement, il sera plus ça. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse dans le FireCloud, si au niveau de ma gateway, j'ai une FTTH avec ce jour-là un mauvais débit du drop de l'opérateur et une mauvaise latence, j'aurai de mauvaises performances quoi qu'il arrive, quelle que soit la techno. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir se projeter dans un modèle qui nous permette de limiter ces impacts négatifs parce que, contrairement à un VPN full tunneling
qui conduirait mon utilisateur directement à mes ressources locales. Pour ceux qui sont à distance, imaginez que mon utilisateur fasse tout droit là, sans passer par le FireCloud pour se connecter au firewall qui est ici. Et ben, en full tunneling, l'utilisateur dans sa navigation Internet contribue à dégrader la liaison locale. Puisque en full tunneling, bah, toute sa navigation Internet passe par le firewall, elle est filtrée par le firewall, et en gros, il consomme 2 fois. Quand il affiche une page Google, il a consommé pour faire Google jusqu'au bureau et pour faire du bureau jusqu'au poste. Donc l'idée, justement, encore une fois, avec ce schéma-là, c'est pas de révolutionner. Non, ça ne remplace pas le VPN, c'est du VPN. Ça doit changer la façon dont on consomme du VPN. D'accord? Oui, effectivement, hein, je peux toujours arriver à une situation où mon utilisateur se connecte à mon firewall local et a du full tunneling pour sa protection et l'accès à une ressource locale. L'idée, c'est que comme ça, mon utilisateur n'est pas contraint par les performances locales pour sa navigation Internet et sa navigation Internet n'impacte pas les performances locales. D'accord? Je suis passé à côté de la question. Ok. Question? Et après, alors, il y a une question, et juste un truc que je voulais rajouter aussi, le but aussi du FireCloud, mine de rien, c'est de limiter justement la surface d'exposition au niveau du firewall. Quand on fait du VPN SSL ou autre, il y a le 443 qui est pour accepter toutes les connexions de ENI vers le boîtier. Quand on est sur le système de FireCloud en Total Access, au final, il y a juste la liaison qui va se faire entre le Network Gateway et le FireCloud dans le cloud qui va être autorisé. On peut imaginer qu'on bloque les autres ports. Il y a l'aspect de la perte, effectivement, ça va, l'aspect de sécu, c'est un peu mieux. Et après, par rapport à ce que tu disais aussi, juste pour le. On n'a pas fait de slide sur la distance, mais par rapport à ce que tu disais, Jérémy, sur le fait qu'on pouvait déployer aussi bien du FireCloud, Network Gateway à terme sur le Firebox via l'agence de la VM, c'est le mode de licence du FireCloud, c'est lié à l'utilisateur. C'est un peu comme sur la partie MFA au troll, c'est-à-dire qu'on licencie, on donne une licence pour un utilisateur pour une connexion. Après, quels que soient les mécanismes de connexion, le nombre de ressources auxquelles on va donner accès, etc., il n'y a pas de surcoût. C'est vraiment un utilisateur, après tous les usages sont. Et troisième chose, il y avait une question, est-ce que la liste de comptes va s'agrandir pour les pays comme l'Afrique ou le Moyen-Orient? Alors, pour le Moyen-Orient, il faudrait regarder d'un point de vue latence, mais à mon avis, Singapour, ça ne doit pas être si loin d'un point de vue réseau. Je ne sais pas. Pour le Moyen-Orient, il y a des projections, effectivement. Pour l'Afrique en général, je ne sais pas. Il faut que je demande, à moins que toi tu saches, Alex. Très égoïstement, on a posé la question pour la France et pour l'Europe, avoir plus de points de pop en Europe et notamment en avoir en France. Et nous connaissons les conditions pour en avoir. Donc, on sait que ça va arriver. On n'a pas de date pour ça, mais on sait que ça va arriver et on sait à quelles conditions ça va arriver. Ça, c'est dans le cadre où je vous parlais de mon utilisateur qui est en mobilité loin à l'étranger. Alors, pour rappel, hein, un utilisateur en vacances, il n'est pas censé avoir le droit de se connecter en VPN. Il n'a pas le droit pour lui et il n'a pas le droit pour l'entreprise. D'accord? Donc, on ne se connecte pas quand on est en vacances. Et fixe, quand tu pars en vacances, tu ne te connectes pas. Jamais. C'est pas vrai en plus. Je t'ai déjà vu, mais c'est pas bien. Mais donc, imaginez votre utilisateur qui voyage. Imaginons que votre utilisateur, il soit, je sais pas, moi, avant-vente chez un constructeur et qui parte en voyage une semaine aux États-Unis pour de la formation. L'utilisateur se connecterait pour accéder à Internet à un point de pop local et pour ses usages d'accès à une ressource de l'entreprise qui serait en Europe, alors à ce moment-là, il passerait d'un pop à l'autre à travers des liaisons cross data center pour avoir un niveau de performance le plus élevé possible. Mais ça, je pense que c'est clair pour vous. Démo, on regarde comment ça marche. Avec un peu de chance, comment ma VM a planté aussi. Ouais, on va aller voir. Alors, j'ai une VM qui est ici. Cette VM, elle est pas en domaine, c'est un Windows 11 lambda, rien de spécial, rien d'exotique et installé pour les besoins de la démo. Ma machine a le client, le Connection Manager qui est installé ici. Pour l'installer, j'ai pu récupérer
J'ai peut-être pu me reconnecter à WatchGuard Cloud entre-temps, mais c'est pas grave, on va le faire là. C'est bon, j'ai accès. C'est bon, j'ai accès. Hop. Eh ben non, j'ai été déco. Bon, bah, je me relogue. Alors, je me relogue. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je déconne. Hop, MFA. Tout le monde a bien activé le MFA sur son portail WatchGuard? Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient dit non? Ah bah bravo. On va appeler ton patron, on va lui péter la gueule. Alors, sans aucun appel au crime, ça me fait penser au film Comment tuer son boss. Vous l'avez vu, hein? J'aime bien ce film. Il est con, mais qu'est-ce que j'aime bien. Bref, je ne présente pas WatchGuard Cloud, tout le monde connaît. Bon, donc je vais dans ma console WatchGuard Cloud. J'ai mis des licences. En l'occurrence, moi, j'ai mis des licences Total Access, normalement. Je viens d'en configurer FireCloud. Et ça, dépêche-toi, ça, c'est l'interface de gestion de mon FireCloud. Donc, effectivement, on est très proche de la gestion cloud des firewalls pour ceux qui ne l'auraient pas vu. L'idée ici, c'est que je vais avoir par défaut un certain nombre de paramètres qui sont actifs. La passerelle antivirus, elle est active par défaut. La PT bloqueur est active par défaut. La détection de botnet, l'IPS, les sites bloqués, etc., tout ça est actif par défaut. Il y a une géoloc par défaut qui ne bloque rien, donc on vous laissera faire vos politiques. Donc moi, j'ai fait différentes politiques. Et vous pourrez créer des règles de filtrage de contenu qui vont contenir, comme dans la gestion cloud des firewalls, tant les aspects web qu'applicatifs. Ne me demandez pas pourquoi c'est fait comme ça, mais c'est fait comme ça. Donc ici, je vais retrouver les politiques, les catégories web, les mêmes que celles que j'ai dans mon firewall. Je vais retrouver les mêmes mécaniques de contrôle d'application. Donc, je crée des contextes. Vous avez vu, j'ai bloqué normalement tout ce qui est sexe doit être bloqué là-dedans. Il est où? Je ne trouve plus. Si, c'est ça, c'est Adult Material qui est là. Donc, tout ça, c'est bloqué. D'accord? Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des politiques qui vont faire qu'un groupe d'utilisateurs subit ces différentes politiques de filtrage. D'accord? C'est comme ça que c'est fait. Donc là, j'ai la règle qui est activée pour un utilisateur qui n'a pas de MFA, etc. J'ai créé un compte lambda. Et donc, les utilisateurs membres de ce groupe, ils ont accès, pour l'accès Internet, le filtrage de contenu prod, la géoloc, l'analyse de contenu et l'accès aux ressources privées. C'est les ressources locales que j'autorise. On va y revenir après. Et puis, je vais avoir ceci. Ça va me permettre de changer dans l'entête de la communication de mon navigateur le paramètre XFF qui va me permettre de forcer la langue. Donc, j'aurais beau être connecté sur un point de POP à l'étranger, eh bien, je vais garder des pages en français parce que la langue initiée ne sera pas liée à la géoloc, mais bien à la langue de mon navigateur. Donc, je garde ma langue locale. Ouais. Question. Alors, la question, c'est, OK, ma navigation, elle reste en français parce que je change l'entête XFF. Est-ce que ça a un impact légal? Alors, je ne suis pas certain du point de vue légal, mais oui, ça peut changer des choses. Alors, je ne sais pas si je réponds à côté, mais on va prendre l'exemple. Pour jouer à l'euro-million, il faut être dans un pays où la Française des Jeux est présente. France et Europe de l'Ouest, globalement. Je ne crois pas que toute l'Union européenne y soit. Donc, si je me connecte à un point de POP qui est aux États-Unis, je ne pourrais pas accéder au site de la Française des Jeux. D'accord? Autre exemple,
lorsque je vais, tiens, je vais aller par là-bas avec mon casque sans fil, normalement ça doit marcher. À distance, vous me dites si ça marche pas, je vais me chercher un café. Normalement, je fais ça chez moi et vous le savez pas. Ah, vous me faites mon café? Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Vous me faites mon café, c'est princier. Ma fille est scolarisée et il y a une application pour accéder aux éléments de l'école, vous savez, les bulletins de notes, les devoirs, les mots des profs, etc., etc. Et ben, quand je me connecte à FireCloud, je suis dans les points de pop, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Et du coup, le système utilisé dans l'école est bien foutu. Pour limiter la surface d'attaque, ils ont mis un blocage par géoloc. Donc, comme je suis sur une IP à l'étranger, la première fois, on me bloque la connexion et je suis notifié par l'application de l'école sur le fait que quelqu'un tente de se connecter depuis l'étranger et on me demande d'approuver si je le souhaite pour débloquer cette IP. Merci beaucoup. J'ai un café santé à distance et tant pis pour vous, sinon vous aurez fait des cafés. Et du coup, on me propose de débloquer l'accès, mais parce qu'en fait, l'école dans laquelle est ma fille a mis du conditional access sur sa solution et donc par défaut, seules les IP françaises peuvent y accéder. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question d'aspect légal, mais de fait, l'IP par laquelle tu sors, c'est l'IP du point de pop. Donc oui, tu sors d'un pays étranger. Alors, le commentaire de James, c'est que oui, par exemple, quand on est aux États-Unis et qu'on a le droit d'acheter en ligne certains médicaments, et ben, si on est connecté sur un point de pop états-unien, oui, à ce moment-là, on peut accéder à ce site et on pourrait passer la commande. Ce qui va te bloquer en général, c'est l'adresse de livraison. C'est-à-dire que oui, tu pourrais accéder au site, oui, tu pourrais accéder à la page de paiement parce que tu es sur une IP américaine, mais l'entreprise va refuser d'expédier en France. C'est le cas, par exemple, d'Amazon. Amazon, tu peux faire une recherche Amazon en étant en France et basculer sur le Amazon UK ou US. US notamment, où tu pourrais acheter des munitions de 9 mm sur Amazon. Quand tu vas vouloir mettre une adresse de livraison en France, Amazon va te bloquer. Mais oui, effectivement, ça pourrait jouer. On pourrait d'ailleurs imaginer que ça joue. Alors, je vous vois venir, ne l'utilisez pas pour ça, et d'ailleurs, il va y avoir des options pour le traiter. Ne l'utilisez pas pour connecter votre compte Netflix aux États-Unis et avoir accès à d'autres types d'éléments. Parce que Netflix va voir que vous êtes passé d'une IP française à une IP américaine en 4 minutes et vous allez finir par prendre un bannissement sur votre compte. Il est prévu que bientôt on ait une règle spéciale streaming, puisque d'un point de vue légal, le fait de changer de pays pour le streaming, pour la télévision, etc., pose un certain nombre de problèmes liés aux droits d'auteur. Et donc, il va y avoir une option qui, prochainement, va permettre de dire, OK, j'exclus du full tunneling tout ce qui est streaming pour régler le problème juridique d'un coup d'un seul. OK? Question? À distance, encore une fois, je vous la dirai. Hein. La question, c'est quand il y aura des points de pop en France, lorsqu'on sera en voyage, par exemple, aux États-Unis, est-ce qu'on aura la possibilité de forcer la connexion par un point de pop français? La réponse est oui, probablement, mais pourquoi? Alors, il y aurait le cas de pouvoir accéder à des sites où il y a des restrictions liées au pays, mais globalement, à moins que tu travailles pour la Française des Jeux, le cas d'usage, alors, d'un point de vue théorique, je l'entends, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire que tu peux te connecter à ta banque depuis n'importe quel pays. Dans le pire des cas, ce qu'on te demande, c'est d'indiquer que tu voyages avant. D'accord? Tu peux te connecter au site des impôts de n'importe quel pays. Tu peux te connecter, je peux me connecter au truc de l'école de ma fille, maintenant que j'ai dit que j'autorisais, puisque on va le voir, les îles sont connues d'avance. Tiens, d'ailleurs, on va vérifier s'il y a le Brésil ou pas. 2, 4, 6. C'est ça, il n'y a pas le Brésil. Le Brésil, il n'est pas encore là. Les IP, je les ai d'avance. Donc, en réalité, si on prend le cas, par exemple, le cas beaucoup plus simple de ton Office 365, tu veux durcir ton Office 365, donc tu dis, les seules IP qui peuvent accéder à mon tenante, c'est l'IP du bureau, et les IP les IP de sortie du FireCloud,
tu mets ces IP-là dans ton conditional access, et à ce moment-là, ton utilisateur qui est aux US, il se connecte au point de POP le plus proche pour avoir la meilleure performance possible, notamment pour accéder à des ressources locales, d'accord? Puisqu'en gros, entre les deux POP, il va utiliser une forme d'express route, c'est là qu'on aura les meilleures performances, et il sortirait par l'IP états-unienne en fonction de où il est, il sortirait par l'une de ces IP que tu aurais autorisées dans ton conditional access. D'accord? Donc, tu aurais bien ta sécurité, mais sans risquer d'altérer tes performances. Parce que si depuis les États-Unis, tu te connectes à un point de POP en France, moi, je le fais quand on est en voyage aux États-Unis pour le boulot, il m'arrive de me connecter à mon firewall à la maison. Il y a des moments en VPN SSL. Alors non, en général, je fais de l'IKEV2+, mais en fonction du moment du jour ou de la nuit, en fonction de si les bourses sont ouvertes ou pas, etc. Et donc, c'est les bourses qui bouffent énormément de transactions transocéaniques. Les bourses et les télécoms, à certains moments, c'est pratiquement inutilisable. D'accord? Donc, utilise ton point de POP le plus proche possible. Pourrait se poser la question d'une forme de confidentialité. Et on pourrait se dire, parce que mon client, il est NIS 2, le niveau le plus élevé, j'ai oublié le nom, il veut expressément se connecter à un point de POP en France. On pourrait l'imaginer. Et c'est vraisemblablement une option qui va apparaître, mais ça ne correspond pas à 99% des PME. Alors, ça va arriver. Ici, ce sont les IP de WatchGuard qui sont mutualisés. Donc, en vrai, n'importe quel client FireCloud va se retrouver à utiliser ces IP-là. Donc, dans le conditional access, c'est mieux parce qu'on a réduit la surface d'exposition, mais c'est imparfait parce que tout client WatchGuard pourrait bypasser ton conditional access. D'accord? Mais effectivement, comme le dit Alex, prochainement, vous allez avoir la possibilité de prendre une IP publique et de l'affecter à WatchGuard Cloud pour votre usage. Donc, vous n'auriez plus ces IP comme IP de sortie, mais la vôtre. Okay? Et du coup, dans votre conditional access, il y aurait juste votre IP du bureau et votre IP de FireCloud. D'accord? Mais je ne vois pas la majorité des PME s'en servir. Oui, c'est un cas d'usage. Il y a un certain nombre même de TPE qui pourraient être amenés à le faire. Il y a des clients de François Xavier qui seront amenés à le faire probablement. Mais ce n'est pas la totalité. Encore une question. Vous inquiétez pas, à distance, quand je parle pas, c'est juste que quelqu'un parle en local. Attends, il y a une question. Alors, avant James, question de Madame Grosspère de Houille. Pardon. Le certif du filtrage web, il faut l'installer par GPO ou autre, c'est un certif déjà validé. Comment c'est une bonne question. On va y répondre. On va y répondre maintenant. Non, on va y répondre quand on va retourner dans la VM. James, question. Non, la question de James, elle est relative au fait d'avoir sa propre IP. L'IP qu'on aurait ici, c'est une IP que tu achèterais genre à Cloudflare, par exemple. Tu achèterais une IP qui est une IP de data center, si tu veux, qui serait pas liée à une liaison physique et donc non, qui ne serait pas l'IP du bureau. Parce que tu as raison, si c'est pour se connecter à FireCloud, pour aller au bureau et ressortir par le bureau, non, on perd tout l'intérêt de la solution en termes de performance. Donc non, c'est pas du tout ça. Tu achèterais une IP sèche, comme tu achèterais une IP dans un data center, dans une offre OVH ou n'importe quoi. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. D'accord? L'inspection HTTPS. Je sais que tout le monde met en place l'inspection HTTPS. Attendez, une question. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de limite de débit. Mais ta Freebox à 10 gigas, je serais curieux de voir comment tu consommes du 10 gigas. Mais à la limite, avec des activités illégales, oui, probablement. Avec des activités légales, je vois pas comment. J'ai patché Destiny 2 l'autre jour et j'ai pas consommé mes 8 gigas de bande passante, tu vois. Donc, loin de là, très très loin de là. Quand je fais l'expérience, moi, à la maison, donc la journée, je suis tout seul à la maison et j'ai 2 fibres optiques.
globalement, la différence de débit que je mesure entre la connexion directe et FireCloud sur ma connexion, globalement, j'ai des variations de 10-15 mégabits, qui pourraient être des variations normales, et j'ai une augmentation du ping qui passe de 4 à 8 millisecondes en moyenne. Voilà ce que j'ai sur ma fibre à la maison. Aujourd'hui, il n'est pas prévu qu'il y ait de licence pour conditionner le débit dans FireCloud. C'est peut-être des choses qui viendront dans un futur prochain, mais aujourd'hui, c'est pas au programme. Donc aujourd'hui, tu sors facilement 3, 4, 5, 800 MB tranquille. Déchiffrement, l'inspection HTTPS, c'est ma grande passion. Vous le faites tous, bien entendu, chez tous vos clients, et je suis tellement fier de vous pour ça. Et celui qui dit qu'il le fait pas, eh ben, il nous appelle et on l'aidera à le faire. Hein. On va éviter le bashing, le shaming. Donc ça, je reprends, c'est ma VM. Quelle heure il est? Il est 11h20, on est pas mal. Je vais venir ici, j'ai un petit bug d'affichage, oui, c'est marqué en espagnol, ça va être corrigé, vous inquiétez pas, mais on n'a pas le problème quand on est sur un OS en français, sur un OS en anglais, c'est bien en anglais. Et c'est le seul truc qui est en espagnol. Donc voilà. Donc j'ai mon petit client, merde, si je marche sur le fil, je vais pas y arriver. Pardon, j'ai vraiment des problèmes de perf sur ma machine. Hop, allez, ça va aller. Donc mon client, en fait, c'est un client WatchGuard. Pendant qu'il fait ça, je pourrais peut-être vous. Non. Ici, je vais y mettre un login. Et ce login, quand je vais faire ça, je vais le vérifier parce qu'en fait, ce client n'est pas un client WireGuard. C'est le client WireGuard pour FireCloud du compte du client. Donc en fait, en amont de ça, on est lié au compte du client. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, on peut le voir quand on fait ça, je crois. Si on fait, je crois que c'est paramètres. Ici, vous avez l'identifiant du compte client en dur. Alors, il est prévu une option, notamment pour les prestataires, qu'on puisse autoriser certains utilisateurs à déconnecter leur FireCloud d'un compte pour le connecter à un autre compte client. Mais donc, pour se connecter, il faut que le login existe. Parce que si mon login est faux, on va nulle part. Puis, j'ai le mot de passe. Donc, moi, mon mot de passe... je vous demande une seconde. Mon mot de passe, c'est ça. Mot de passe, j'ai mot de passe oublié parce que ce que j'ai ici, c'est un compte de WatchGuard Cloud. Donc, je pourrais faire mot de passe oublié. Et là, je pourrais avoir du MFA WatchGuard, je pourrais avoir du MFA pas WatchGuard, je pourrais avoir des comptes liés à WatchGuard Cloud, des comptes Hotpoint, je pourrais avoir des comptes Entra ID, je pourrais avoir des comptes AD, et ça va supporter, je vous le disais en préambule, ça va supporter FIDO2 et les YubiKey genre le mois prochain, je crois, un truc comme ça. D'accord? Donc, on choisit les types d'authentification qu'on veut, et en fonction du type d'authentification, on est membre de tel ou tel groupe, donc on subit telle ou telle politique qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Donc, il est allé s'authentifier sur le compte WatchGuard Europe. Il se connecte à mon point de POP. Il se connecte à mon point de POP. Du coup, il synchronise les politiques et les certificats. Et le certificat qu'on va avoir, voilà, eh ben, on va aller le voir pour de vrai. En fait, vous n'avez rien à déployer pour répondre à la question qui a été posée à distance. Vous n'avez rien à déployer. En fait, c'est l'agent qui se charge de déployer le certificat. Donc, je vais ouvrir mon navigateur et on va aller voir que j'ai des politiques, qu'on bloque la pornographie, que j'ai l'inspection HTTPS, etc., etc. Alors, je suis désolé pour les performances de ma VM. Je pense que je vais tous vous demander d'écrire à mon N+1 pour lui demander que j'ai un nouvel ordinateur portable avec plus de RAM. Hein, voilà. Je compte sur vous. Je vais vous donner son adresse email, peut-être son numéro de téléphone, comme ça vous allez pouvoir le harceler. Restaurer, non, je m'en fous. Restaure pas. Donc on va faire ça. Donc le débit mesuré le débit que j'avais mesuré tout à l'heure ici, en gros, c'était 140 MB en download, un peu moins d'une vingtaine de MB en upload et un ping à 40 ou 50 millisecondes, je crois que c'était un truc comme ça.
Et donc, on pourra retester ça sur cette VM. En même temps, on pourra retester sur ma machine physique qui, elle, n'est pas connectée à FireCloud. Allez, mine-toi la VM, tu saoules. Up, et si on fait up, on va aller voir Corben. Parce que moi, j'aime bien le bloc de Corben. Vous connaissez le bloc de Corben? Ouais, ça dit un peu oui, mais pas beaucoup. Oui, c'est vieux, mais je suis vieux. Alors ça, je me permettrai pas. Alors, on n'est pas tous vieux, parce que Alex, c'est un petit jeune, en fait. Tu connais Corben? C'est vrai? Ah putain, t'es pas si jeune alors. Et donc là, eh ben, si je viens là, allez, la connexion est sécurisée et mon certificat, en fait, il est lié à une CA qui est hébergée dans WatchGuard Cloud. Mine-toi. Et après, il y aura. Parle dans le micro. En question, après, vu qu'on est là-dessus, c'est est-ce que le certificat est déployé sur tous les navigateurs du poste? C'est une bonne question. Alors, j'ai envie de dire sur tous les navigateurs normaux, oui. Après, si vous êtes un petit malin, là, quelqu'un qui fait des trucs exotiques, genre je vais utiliser l'Opéra ou des trucs comme ça, testez-le et puis vous me raconterez. Hein. Mais sur les navigateurs normaux, genre Edge, Chrome, Firefox et Brave, logiquement, ça doit le faire. Alors, Firefox, on ne sait jamais parce que à un moment, Firefox n'utilisait pas le conteneur des certificats de Windows, et puis ils ont arrêté de ne pas l'utiliser, et puis ils l'ont refait, et puis maintenant ils ne le refont plus, donc Firefox, j'ai envie de dire que ça va dépendre des versions. Je serais plus pragmatique que toi, Aslan, ça va dépendre des versions. En fait, le certificat, il est déployé sur le poste, mais pas au niveau des navigateurs. Et après, c'est les navigateurs qui s'appuient sur le magasin de certificats du poste. Après, si vous voulez... Si vous voulez faire des trucs exotiques, démerdez-vous, vous êtes dans l'exotisme. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, il y a quoi comme alternative au pack office? Tu peux faire du LibreOffice, mais enfin, tu vas voir que c'est moins bien intégré quand même, c'est moins rigolo le quotidien, ça marche. Je n'ai rien contre LibreOffice, mais quand tu veux faire de l'exotique, tu fais de l'exotique. Donc, j'ai le certificat qui est déployé automatiquement, donc j'ai rien à faire, il n'y a pas de GPO, il n'y a rien à anticiper. Dès lors que j'ai mis mon client, j'ai l'inspection HTTPS qui marche. D'accord? Et ça, c'est cool. Une autre question, quid de la compatibilité Apple? Je ne connais pas Apple, c'est quoi? C'est quoi? Alors, on a des clients qui sont dans l'agriculture et notamment, c'est un fait réel, on a un client, c'est une coopérative qui centralise les collectes de pommes en France. Alors, je ne sais pas si eux, ils ont FireCloud. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je te laisse répondre à celle-là, Alex, si tu veux bien. Parce que moi, j'ai pas envie. Pas pour l'instant. Pour l'instant, l'agent, il est dispo que sur le Connection Manager. Mais c'est en roadmap, ça sort ce mois-ci. J'ai pas la date. C'est ce mois-ci déjà. Je me demande si c'est pas le 20. Je me demande si c'est pas le 20 novembre, la sortie pour Apple. Mais sinon, l'alternative, c'est comme pour tous les trucs exotiques, prenez un PC. Hein. Au lieu de faire les malins en terrasse, là. Pardon. Donc voilà, donc le certificat, je n'ai pas à le déployer, donc l'inspection HTTPS, elle est native, et ça, c'est cool. Si je redémarre ma machine, mon client VPN va se reconnecter automatiquement, parce que oui, factuellement, c'est un client VPN. Alors, dites pas à WatchGuard que j'ai dit ça. Faut pas dire le client VPN, faudrait dire le Connection Manager. C'est mieux que du VPN. Les ressources locales. Les ressources privées dans le vocabulaire. Pour accéder à des ressources privées, il faut que je les configure. Et donc, pour les configurer, il faut que je puisse y accéder. Pour y accéder, il faut que j'ai une gateway. Ma gateway, ici, c'est une VM que j'ai appelée DCOVH. Je vous laisse deviner pourquoi. Qui est actuellement connectée. Et en fait, ça, c'est la VM. J'ai donc cette petite VM qui tourne dans mon hébergement. Et ici, je viens configurer des ressources. Un nom d'affichage, un FQDN qui n'a pas besoin d'être
résolvable, oui, ça doit être français, une IP, et ce sera bien l'IP locale de ma ressource, et les ports et protocoles à utiliser pour communiquer avec cette ressource. D'accord? Je configure mes éléments, et une fois que j'ai des éléments configurés, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est venir autoriser ces ressources pour les utilisateurs qui en ont besoin. Et de fait, un utilisateur qui n'a pas accès à la ressource, qui ne doit pas avoir accès à la ressource, il ne l'a pas dans sa politique. Donc, on est bien dans cette approche Zero Trust où personne n'a accès à quelque chose par défaut, ce qu'on ne veut pas. Et du coup, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez, dans ma règle Presta, dans mes accès privés, je vais autoriser certaines de mes ressources pour ce groupe d'utilisateurs. D'accord? Logiquement, j'ai un serveur dimension qui est à cette IP-là et qui n'est pas ouvert sur le net. Donc, logiquement, sauf effet Bonaldi, je devrais pouvoir faire et ben voilà, ça tombe bien, je devrais pouvoir faire ça et avoir accès à mon serveur dimension à distance, normalement. Je te préviens, si tu me plantes ma démo, je te... Allez. Bon, en plus, ma VM qui n'est pas rapide. Donc, logiquement, je vais avoir accès à mon dimension. Vous pourrez faire du dimension, vous pourrez faire du SMB, vous pourrez faire tous ces trucs-là. La question du SMB, c'est toujours la même. Le SMB, c'est un protocole qui est ce qu'il est, il est optimisé pour des réseaux gigabits. Vous n'aurez pas du réseau gigabit. D'accord? Donc, on pourra faire du SMB et on pourra le faire mieux que si on était en VPN SSL. Mais ce sera toujours imparfait. D'accord? Ça reste du télétravail. Allez! Connection timeout. Ah ouais, alors ça, pour le coup, ça doit être ma VM qui rame. Allez, s'il te plaît. On pourrait peut-être essayer un RDS, puisque un RDS, j'en avais ouvert un. Ce serveur-là, 254, 201. On va essayer un RDS, des fois que... Ah ouais, non, alors ma VM, elle est vraiment à genoux. Et pendant que tu réveilles ta VM, il y a une question qui est est-ce qu'il y a un nombre limite de gateway Un nombre limite de gateway? Non, il n'y en a pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il va y avoir les trois modes de connexion, donc VM, agent pour un serveur unique et Firebox physique ou virtuel, vous pourrez utiliser les trois en même temps. Donc non, pas de limite de gateway. Ce qui est licencié, c'est l'utilisateur simultané. Alors je précise simultané, même si pour la plupart des PME, ça n'a pas de sens. Si votre client il a 10 users en France, 10 users aux États-Unis et 10 users à Hong Kong, ben, on pourrait imaginer qu'ils ne prennent que 10 licences parce qu'avec les jeux des fuseaux horaires, les utilisateurs ne sont pas tous au travail en même temps. On pourrait essayer d'imaginer un truc comme ça. D'accord? Eh ben, super, j'ai une galère. Bon, eh ben, je ne vous montrerai pas l'accès aux ressources, mais vous allez me croire sans parler. Normalement, avec l'IP, ça marche. Tu voudrais dire que j'aurais fait une connerie, c'est ça? Alexandre est en train de suggérer que peut-être j'ai dit de la merde. Ça se peut, hein. Guardian-france.info. Eh, bien vu. Donc, ce nom-là, vous pouvez l'essayer, il ne répondra pas dehors. Hein. D'accord? Ça, c'est juste de la résolution locale. Et du coup, je vais essayer mon RDS. Qu'est-ce que j'aurais merdé? Tu veux dire que j'aurais merdé un truc? Ça se pourrait, hein. Donc ici, je vais y mettre mon... Ah bah j'ai mon serveur, comme ça je pourrais peut-être afficher la VM. Donc on va essayer. Serveur.watchguardian-france.info. Allez. Eh ouais, authentification du réseau. Allez. Des questions sur l'accès aux ressources locales? Pardon, il faut que je me rappelle. L'authentification.
Ça devrait être un truc à peu près comme ça. Alors, une petite fenêtre dans une petite fenêtre, je ne sais pas ce que ça va donner le serveur, mais peut-être à la fin, je ne vais jamais réussir à me déconnecter ou une connerie du genre. Voilà, et du coup, si je prends mon hyperviseur, hop, je vais vous montrer ma petite VM. Cette petite VM que j'utilise, quand vous allez la configurer, si je reviens là, vous allez d'abord configurer votre VM dans WatchGuard Cloud, et en fait, ça va vous donner, hop, FireCloud, ça va vous donner deux éléments à télécharger qui vont être un ISO et un disque VHD pour Microsoft et VMDK pour VMware. Merci. Hop. Et dans la config de ce truc-là, vous allez mettre tous les paramètres de votre VM. Ce qui fait qu'il n'y aura rien à configurer sur la VM. Je vais vous montrer, c'est assez rigolo. Donc, modifier les détails, vous voyez, ça, c'est la config de ma VM. Je dis au système que ma VM, elle devra avoir tel IP, utiliser tel gateway et avoir tel serveur DNS. D'accord? Et une fois que c'est fait, je télécharge les composants, donc le disque virtuel et l'ISO. Et ça va me permettre de venir dans mon hyperviseur. Elle est là, ma VM. Clique dans un. Allez. Et donc, je crée ma VM. Le prérequis de base, c'est 512 MB de RAM, un vCPU et une carte réseau. Et la consommation disque, ça doit être 4 Go, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment léger. Allez, mine-toi. Je vais lui donner le disque virtuel. Je vais lui donner l'ISO. Et quand ma VM démarre, elle démarre l'OS qui est sur le disque et elle lit l'ISO qui contient les paramètres. Elle contient les paramètres, l'ISO contient les paramètres réseau et contient tout ce qui va être clé de chiffrement, etc. Donc, j'ai rien à configurer dans ma VM. Je mets ça, je la démarre, elle prend toute seule la conf réseau, etc. Donc, temps de déploiement de la VM, le plus long, c'est de la télécharger, quoi. D'accord? Bon, allez, vas-y, télécharge. Clic droit, paramètres, on va y arriver à la fin. Vous voyez, j'ai mis mon VHD qui est là et je lui ai donné l'ISO. Et du coup, cet ISO, il est propre à cette VM pour ce client. Il se trouve que l'ISO contient une clé à usage unique. Du coup, si quelqu'un accédait là à mon WatchGuard Cloud et téléchargeait maintenant les paramètres de la gateway, s'il avait le même ISO que moi, s'il réutilisait le même ISO que moi, eh ben, la VM ne pourrait pas se connecter puisque cette clé à usage unique, elle a déjà été utilisée. Et si quelqu'un redéployait cette VM, ça couperait la mienne. Donc, on ne peut pas venir cloner l'usage de ma VM parce qu'on a pu obtenir l'accès à WatchGuard Cloud ou aux fichiers. D'accord? Oui, James. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors, logiquement, c'est le même ID de VM. Tu aurais le même disque, le même ISO. Pour moi, elle marche. Oups là, pardon, je t'ai assommé. Je balance des bouteilles d'eau sur mon collègue. C'est pas gentil. Ne prévenez pas les responsables syndicaux. Pour moi, il ne doit pas y avoir de souci parce que ce sera la même VM. Par contre, si tu recrées la VM et que tu remets le VHD et que tu remets l'ISO, là, ça ne marchera pas. D'accord? Auquel cas, tu retélécharges et tu refais si vraiment tu as eu un incident. Il y a une question par rapport à ça. Est-ce que l'ISO doit être tout le temps monté sur la Oui. VM ou c'est juste au démarrage? Oui, l'ISO, vous le laissez dedans. En vrai, vous la mettez, vous la démarrez et puis vous y touchez plus. Aujourd'hui, la mise à jour de cette VM n'est pas automatisée. Donc, vous voyez, j'ai une mise à jour qui est disponible là qui va impliquer que je redéploie ma VM.
Mais ça, c'est temporaire. On est à la fin du truc pour la mise à jour. Donc, la mise à jour automatique de cette VM, elle va arriver là, fin novembre de mémoire. Cette VM, en fait, elle faut que j'appelle une VM dans le réseau, mais je ne maîtrise pas parce qu'elle sera intégrée donc avec le BDR ou sécurité qui font qu'elle sera protégée des risques d'attaque interne. Alors, la question ici, c'est cette VM, je la déploie dans mon environnement et je ne la maîtrise pas. Comment est-ce que je fais pour la sécuriser? Est-ce que je peux l'intégrer avec autre chose? Cette VM, c'est un Linux. Tu n'auras pas le root et personne n'aura le root. Donc, il faudrait pouvoir accéder à l'hyperviseur et trouver le root pour aller réécrire dans le système. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça n'a pas vocation à. Quoi qu'il arrive, cette VM, elle n'a besoin que d'une seule chose, c'est pouvoir communiquer avec FireCloud. Et elle le fait de mémoire avec des IP. Donc, logiquement, sur du flux sortant, tu ne dois avoir besoin que du port 4501 UDP vers les adresses de WatchGuard. Donc, ça limite la capacité de nuisance de la VM. Et du DNS en local. Là, je parlais de l'externe. Tu as raison. Elle aurait accès, cette VM, elle a besoin d'accès réseau qui vont dépendre des ressources qu'on mettra dedans. D'accord? Ça, c'est ma VM. D'accord? Effectivement, elle aura besoin d'accéder à des ressources. Maintenant, ça rentre dans tes règles de segmentation. Moi, j'accède à un serveur Dimension qui est dans un VLAN et du RDS sur 2 serveurs. Et ben, dans mon firewall local, cette VM, je ne lui laisse accéder qu'à ça. Donc, la capacité de nuisance est limitée. En revanche, l'idée de pouvoir se mettre un EPDR dedans, ce serait rigolo. Oui, question. Alors, il y a une grosse roadmap log pur, brut. Ce qu'on a demandé, ce que l'ensemble des avant-ventes de la planète ont demandé, c'est d'avoir l'équivalent du Firebox System Manager avec les logs live, les vrais gros logs live et renvoyables dans WatchGuard Cloud et ou dans un serveur Dimension pour la continuité, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas. Ce que tu vas avoir, c'est l'activité. Tu l'auras quand tu viens dans surveiller FireCloud, tu vas avoir l'activité de tes ressources. Tes communications, globalement, sont à sens unique, c'est-à-dire que ton utilisateur se connecte à FireCloud, ton utilisateur peut passer à travers les proxys pour accéder sur le net, je résume, hein, et ton utilisateur peut provoquer une connexion vers une ressource locale de l'entreprise. D'accord? Mais depuis tes serveurs, tu ne peux pas, par exemple, faire un RDS ou un VNC vers ton utilisateur. Donc, tu n'as pas de notion de flux d'une ressource locale de l'entreprise à travers la gateway, à travers FireCloud, vers ton utilisateur. Donc, tu vois, alors, j'ai peu d'activités là-dedans. Si on fait ce mois, je n'ai pas dû en avoir beaucoup. Mais en gros, là-dedans, tu vas avoir l'activité, l'usage de tes utilisateurs. D'un point de vue debug, c'est descendre pour avoir des vrais gros logs complets. Au quotidien, ce que ta VM fait, c'est monter le tunnel. Son activité principale, c'est monter le tunnel, donc le flux sortant. Et ça s'arrête là. Allez, vas-y, clique. D'accord? Alors, James d'abord ou pas? Allez, James d'abord. Allez, James d'abord. Ça pourrait être long, dit-il. Ma question, elle est simple. J'ai l'agence sur ma VPN, je suis à l'extérieur, j'ai la gateway, je me connecte sur FireGuard avec mon utilisateur PodPoint. J'imagine que PodPoint, il va y avoir une ressource qui va correspondre à ça. Donc ça, c'est la première partie. Avec mon utilisateur, est-ce que je peux avoir dans mon téléphone
Alors, la question, c'est mon utilisateur est à distance, il lance sa connexion, il a son connection manager, il lance sa connexion à FireCloud, et j'ai une gateway qui est connectée pour accéder à des ressources locales. Oui, l'utilisateur peut être un utilisateur Hotpoint, et auquel cas, oui, dans Hotpoint, il y aurait une ressource FireCloud. Il y aura une ressource FireCloud et des politiques dans Hotpoint. Ça ne change pas le fonctionnement d'Hotpoint si on l'utilise. D'accord? La suite de la question, c'est mon utilisateur se connecte, veut accéder à une ressource locale à travers un firewall. Aujourd'hui, le firewall WatchGuard n'est pas inclus dedans. Donc, en fait, on va échapper au firewall de ton site principal, puisqu'on va passer à travers, on sera encapsulé dans le tunnel WireGuard que la gateway aura monté. D'accord? Cette gateway-là. Donc, aujourd'hui, ton firewall WatchGuard sur site ne le voit pas. Comment ça va se passer précisément demain quand le firebox physique, entre guillemets, quand le firewall réel va lui-même monter le tunnel WireGuard? Est-ce qu'on créera des politiques en plus ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, l'idée qu'on puisse identifier l'utilisateur comme avec du SSO, comme on le fait avec l'utilisateur VPN à travers le firewall, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, mais je vois pas quel serait l'usage. Puisqu'en fait, l'idée, ce serait que avant même d'arriver au firewall, la gestion d'accès aux ressources ait été faite en amont pour éviter un any all dans le firewall. Donc, probablement qu'on pourrait, mais je pense que logiquement, cette fonctionnalité-là sera bridée parce qu'on ne voudra pas, te forcer à faire des politiques dans le firewall qu'on a déjà fait dans le FireCloud, ce serait contre-intuitif, et deux, éviter que tu aies un bypass qui te permette à la fin de faire un any all. Mais à voir comment ça va être. Je l'ai pas vu, on n'a même pas de SI preview encore de cette partie-là. Donc, ce que je te dis, c'est une projection des conversations qu'on a eues avec les product managers. C'est pas la vérité. L'idée, c'est de pouvoir gérer là et d'arrêter avec ce VPN SSL user any vers any. D'accord? Question à distance. Il y avait une question sur le déchiffrement, je vais s'appeler déchiffrement HTTPS pour les ressources locales. Est-ce que le proxy HTTPS s'applique à une ressource locale? J'en sais rien et on va aller voir ma VM Dimension. Alors, attends, il faut que je réduise mon RDS. C'est le certificat de qui, Kenella? Alors, comme ça, j'aurais tendance à penser que non, il n'y a pas de proxy. Il n'y a pas de proxy HTTPS pour accéder à la ressource locale. Bah si, dis donc. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Si, il y a bien le proxy qui est utilisé. Alors, quel serait l'intérêt? Ouais, si, considérons que c'est pas parce que c'est en interne que tu peux lui faire confiance. C'est un utilisateur distant malgré tout. Oui, et puis malgré tout, il reste distant. Oui. Donc oui, tu vois, on a la réponse, mais je te remercie d'avoir posé la question parce que j'avais pas la réponse. Est-il possible sur un poste d'obliger la connexion? Alors, il y a écrit au VPN, je vais mettre à FireCloud pour l'accès. Non, c'est pas du VPN, c'est du FireCloud. Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir Parle dans le micro, sinon ils t'entendent Non, pas. mais je pense. Est-ce qu'on est obligé de monter le FireCloud pour de pouvoir conditionner l'accès Internet à la connexion du FireCloud? Alors, mais en fait, c'est de faire en sorte que si l'utilisateur ne se connecte pas, il n'a accès à rien de votre réseau. Alors, oui et non, presque, mais pas encore. Je crois que c'est ça. Si j'ai bien compris la question, c'est ça. Alors, aujourd'hui, non, tu n'es pas obligé de conditionner le passage par FireCloud pour avoir ça. Aujourd'hui, ta connexion, elle est volontaire et si tu redémarres, elle se remonte automatiquement. Et la capacité à se déconnecter de ça, c'est un droit qui se configure et qui, de mémoire, est autorisé par défaut. Je vais vous montrer où c'est. Mais aujourd'hui, oui, la connexion se remet automatiquement, mais non, elle n'est pas strictement obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne lances pas ta connexion FireCloud, tu n'es pas bloqué dans ta navigation Internet. Mais ça va arriver, c'est prévu pour bêta en décembre et sortie début janvier, je crois, un truc comme ça. Il faut que je regarde les dates. Je vais vous redire ça après. C'est cette option-là, autoriser les utilisateurs à se déconnecter manuellement de FireCloud. De mémoire, ça, c'est actif par défaut. Et ça, c'est ce qui fait que mon utilisateur
va pouvoir venir ici et faire un clic droit, se déconnecter. J'ai le droit de le faire. Et rien ne va m'obliger à me reconnecter. Avec le Always On qui va arriver, on va pouvoir faire en sorte d'autoriser la déconnexion ou pas, de la temporaliser, donc pouvoir dire je t'autorise à te déco, mais je vais te reconnecter automatiquement au bout de X minutes, typiquement pour un portail captif. D'accord? Tu arrives à l'aéroport ou tu arrives chez Infinigate pour un événement WatchGuard. Alors, je dis ça au hasard. Hein, et tu veux te connecter et il y a un hotspot. Si tu n'as pas de net, tu ne pourras pas accéder au hotspot. D'accord? Parce que ton hotspot, potentiellement, il peut être local comme il peut être distant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, je vais prévoir dans les politiques que tel groupe d'utilisateurs a le droit de se déco, mais on va lui forcer une reco automatique. Et à ce moment-là, on pourra dire, si Firecloud n'est pas lancé, tu n'as pas de net. D'accord? Ça va arriver. Ça ne correspond pas au cas d'usage majoritaire de nos utilisateurs, ça ne correspond pas au cas d'usage qui permet de solutionner les problématiques de VPN. Mais oui, c'est une demande qu'on voit arriver même en PME parce qu'il y a la problématique de simplement, il y a des commerciaux plein la salle, donc tant pis, je vais me faire des ennemis, mais le commercial analphabète qui ne sait pas tenir une souris dans le bon sens et qui est capable de râler parce que je ne peux pas accéder à la ressource locale. Bah oui, tu n'as pas lancé le VPN. En même temps, il est commercial, il n'est pas technique. Donc, ça va traiter tous ces problèmes-là et les problèmes de sécurité. Et puis, il y a des PME qui commencent à dire, notamment dans des cadres NIS2 ou DORA ou ce type de choses, je veux toujours être derrière un firewall. Donc, ça arrive et au pire, c'est janvier. Possibilité de connexion avant le login Windows, oui, probablement, mais ça dépendra beaucoup du mode d'authentification. Ça dépendra beaucoup du mode d'authentification, mais oui, vraisemblablement, c'est des choses qui vont arriver aussi. James pose une question, hein, je vous la répète après. Hein. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je me suis tondu la tête ce matin, je me suis rasé la tête ce matin, et là, James, il fait un truc tractocapillé. Alors, la question de James, c'est, imaginons que le client, l'utilisateur ne peut pas lancer Firecloud, il y a un truc qui ne marche pas, etc. Est-ce qu'à travers le PDR, on pourrait mettre en place une forme de bypass? Je ne sais pas, il faudrait qu'on rediscute du cas d'usage pour voir exactement ce que tu veux faire. Alors, le PDR, probablement que lui aura, c'est un bon sujet à discuter. Est-ce que le PDR, lui, gardera sa capacité à communiquer avec l'IA, quel que soit l'état du Connection Manager? C'est une bonne question. Par essence, je préférerais que non. Je voudrais éviter que, parce que le PDR de WatchGuard a toujours le droit de communiquer, même si le Firewall as a Service n'est pas connecté, qu'un attaquant puisse trouver un moyen de contourner la protection et d'utiliser les capacités communicantes de l'EDR. Donc, moi, je préférais que, parce que tu n'es pas connecté, tu ne peux pas communiquer avec l'IA et tant pis, tu es en vase clos et tu as le zéro trust et tu es verrouillé. C'est ce que je préférerais. Maintenant, si tu as un cas d'usage qui nécessiterait l'inverse, je veux bien qu'on en discute après pour que je puisse le qualifier et le proposer. Ouais. Alors, vu comme ça, oui. Là où, pour le coup, le PDR n'est pas réellement un outil de support, à moins que tu prennes la version Advance. Il va y avoir des notions d'exclusion. On va pouvoir définir, notamment pour la voix sur IP, où là, il y a un besoin absolu. Typiquement, quand tu fais du SIP depuis un softphone, en général, contractuellement, tu n'as pas le droit de téléphoner en dehors de la France. Et du coup, là, l'idée, ce serait de pouvoir dire, OK, je bypass le truc et je pourrais faire en sorte que le SIP sorte toujours. Le plan, c'est que dans ces cas-là, la connexion est initiée par la machine. D'un autre côté, dans la plupart des outils de prise en main à distance, si je regarde, tu fais un TeamViewer, ta machine, elle est connectée à l'infra TeamViewer et c'est comme ça que tu la touches. Donc,
c'est des choses qu'on pourra mettre dans les exceptions. Et les exceptions, ça doit être premier trimestre 2026. Et justement, par rapport aux exceptions, il y a une question, comment se passe la configuration des exceptions dans Firecloud pour les sites de confiance interne ou externe, pour éviter d'avoir des stocks fonctionnels dans des applicatifs web sans devoir désactiver Firecloud. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un site de confiance. Ça n'existe pas un site de confiance, Après, de mon point de vue. Après, les exceptions, ça gère dans la page d'URL, mais sur la conf. Alors, il y a une prise en charge d'exception, effectivement, notamment dans le cadre de l'inspection HTTPS, parce que bah, vous le savez, il y a des choses qui pourraient ne pas passer dans l'inspection HTTPS et c'est normal. Je ne vois pas où tu veux en venir avec les notions de site de confiance, mais au besoin, on se repassera un coup de fil pour en rediscuter. Vous avez la partie exception ici, qui est foutue un petit peu comme dans la gestion cloud des firewalls. Et j'avais peur de finir trop tôt, et en fait, il est déjà 11h56. D'un autre côté, à distance, ils n'ont pas l'apéro, donc eux, ils s'en moquent. Et donc ici, il y a des exceptions par défaut, et je pourrais rajouter des exceptions à des services de sécurité, ce qui est une très mauvaise idée, mais également des exceptions au web blocker. Mais sinon, j'ai pas compris quelle était la notion de site de confiance et le type d'exception que tu voulais faire. Il y en a qui aimeraient commencer à faire. C'est vrai? C'est tôt, les gars, il est 56. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On a fait à peu près le tour. Question? Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on fait pour mon utilisateur qui va avoir du Always On, donc où le VPN est toujours connecté, quand il arrive au bureau, caché derrière le firewall de l'entreprise? C'est une bonne question. C'est prévu pour, de mémoire, Q1 2026, où il y aura la mise en place de paramètres de détection d'un réseau de confiance, entre guillemets, et je mets ça entre guillemets parce que j'aime pas l'idée de confiance, parce qu'il n'existe pas de tiers de confiance. Mais en gros, il va y avoir une mécanique, j'imagine un peu comme celle de l'EDR en lien avec le firewall, où quand on va être en capacité, je pense, à travers le XDR, de faire en sorte que l'agent FireCloud puisse détecter qu'il n'est pas derrière n'importe quel firewall, mais qu'il est derrière son firewall de référence à lui, ou l'un de ses firewalls de référence à lui, qui puisse dire, OK, je coupe et je libère la connexion réseau. C'est ce qui est attendu pour Q1 2026. Je n'ai pas les détails de comment il va le faire, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier qu'il est derrière le firewall, typiquement, tel qu'il est identifié dans le XDR. Un peu comme le fait l'EDR, en fait. Vous savez, l'EDR, vous pouvez créer un lien entre l'EDR WatchGuard et les firewalls pour faire en sorte, et les bornes Wi-Fi, pour faire en sorte que seule la machine qui a l'EDR de l'entreprise puisse se connecter à tel SSID, pour faire en sorte que seule une machine qui a l'EDR de l'entreprise puisse lancer sa connexion VPN. Tout ça, c'est des choses qui vont venir. Je voulais vous montrer un truc, c'est en bêta, donc pardon, c'est imparfait, mais ça va arriver. On parlait ici de l'agent communicant, le FireCloud, et je disais, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir l'EDR WatchGuard, et bah, ces gens-là, la vie est moche, mais il y a même des gens qui ont des Macs, t'as qu'à voir. Si je viens ici dans la partie endpoint que vous n'avez normalement pas encore, à moins que vous ayez activé la bêta, vous allez avoir une notion de gestion d'agent. Ce sera basé sur l'agent communicant WatchGuard. L'agent communicant WatchGuard, aujourd'hui, vous l'avez dans l'agent FireCloud, dans le Connection Manager, et vous l'avez aussi dans l'EDR. Donc, une machine qui a l'un de ces deux produits, elle va apparaître ici dans mon inventaire. Mais plus rigolo, et ça sort en décembre, si je ne dis pas de bêtises, vous allez avoir des capacités de déploiement. Dès lors que vous aurez l'un des produits, vous pourrez déployer les autres. Donc, parce que moi, initialement, j'avais l'EDR qui était déployé partout, j'ai pu créer des politiques de déploiement automatisées de mon agent FireCloud. Donc, j'ai mon parc qui est déployé, je viens là-dedans, je dis, bah moi, je veux FireCloud sur tel et tel morceau de mon AD, tel et tel morceau de mon arborescence. Dans les 2 minutes qui suivent, vous avez l'installation du composant. D'accord? Et ça, roadmap, alors, les vieux de la vieille, les anciens partenaires WatchGuard devraient kiffer un peu leur race. Le nombre de colonnes ici va augmenter jusqu'à avoir progressivement le déploiement du client VPN, le déploiement des agents SSO,
le déploiement des certificats des firewalls, etc., 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 etc. Ça, c'est la roadmap 2026-2027. OK? Donc ça va arriver. C'était quoi ta blague? Oui, monsieur Délire. C'est ça tout à l'heure. Hugo Délire. Oui, Hugo. Il va y avoir du conditionnement, c'est roadmap 2026, mais il n'y a rien encore de décidé. Conditionnement de l'état du système, l'état de l'EDR, puisque dans l'EDR, on a les notions de risque, etc., etc., et qu'on l'a déjà dans le conditionnement réseau. Pour ceux qui auraient raté la news, depuis la release précédente, si je ne dis pas de bêtises, dans le PDR, vous pouvez créer des règles d'accès pour les machines de votre infra et faire en sorte que tel et tel port ne puisse être utilisé entre un poste et un serveur que si les machines ont bien l'EDR et qu'il est bien à jour et qu'il n'a pas d'IOA et que machin, etc., en fonction des notations des risques. Pour ceux qui l'auraient raté. Et il ne veut pas charger. OK. C'est que c'est l'heure de l'apéro, midi 1. D'autres questions à distance? Non. Rapidement, on a fait la démo. Important, il y a encore plein de gens qui ne le savent pas. Vous allez dans WatchGuard Cloud et vous cliquez tout en haut à droite sur le bouton point d'interrogation. Ça va vous ouvrir un petit panneau. Alors moi, j'ai des merdes sur Edge. Ça m'intéresserait de savoir si sur Edge, vous avez des merdes aussi. Ça va vous ouvrir un petit panneau où vous aurez l'état de la roadmap par produit. Vous pourrez voter pour des fonctionnalités et vous pourrez soumettre vos propres fonctionnalités. Usez-en et abusez-en. Votez pour les fonctionnalités qui vous semblent être les plus intéressantes. Et donc, vous aurez la différence entre ce qui est déployé, ce qui est en cours de déploiement, ce qui est en cours de développement, ce qui est en roadmap et les idées comme ça qui ne sont pas encore roadmapisées. D'accord? Donc, WatchGuard Cloud, point d'interrogation, give feedback. Une autre question. Mais je crois qu'elle a été posée, je peux s'ajouter sur la firewall sur le site, qui est version. Ouvrir le 4500 port pour laisser la gateway se connecter. En sortie, oui. Uniquement en sortie. Vous ouvrirez le port en sortie pour la gateway, pas en entrée. D'accord? Et du coup, votre client n'a pas besoin d'avoir un WatchGuard, il n'a pas besoin d'avoir une IP fixe. Est-ce qu'on change les firewalls ou pas? Bah, en vrai, il n'y a pas de bonne réponse et il n'y en a pas de mauvaise. Le but du FireCloud, c'est pas le but du firewall as a service au sens large, c'est pas de remplacer les firewalls, c'est pas vrai. Le firewall physique, dans beaucoup de cas, il garde une importance fondamentale et il y a plein de cas où le firewall physique ne peut pas être outrepassé, ne peut pas être enlevé. Il y a des cas où le firewall as a service pourrait être une alternative. D'accord? Il y a des cas où le firewall as a service, il vient juste en complément du firewall pour ouvrir des possibilités de VPN. D'accord? Ça n'a pas vocation à remplacer. Donc, posez-vous la question, quel est le problème du client et comment je le règle? Parce que oui, factuellement, le client va vous le dire, mais me connecter en VPN pour faire du full tunneling, avoir la protection du firewall et accéder à des ressources locales, je peux déjà le faire gratuitement. Pourquoi je paierais pour le FireCloud? C'est une vraie bonne question. Il n'y a pas de raison, monsieur. Si ça marche et que vous êtes content, changez pas. Pourquoi vous changeriez? C'est natif dans vos firewalls. Ne le changez pas. Par contre, si quand vous le faites, vous êtes confronté à des problèmes de fonctionnement, de performance, etc., alors oui, peut-être que le FireCloud pourrait être une opportunité de faire du VPN autrement. Donc, il ne s'agit pas ici de remplacer les solutions. Dans certains cas, on pourrait remplacer. Moi, j'ai le cas, je crois que ça a été le premier client en France, c'est un ébéniste dans la région de Grenoble. Il a 20 salariés, mais il y a un seul PC dans l'entreprise. Un PC, une imprimante USB, et le PC, il fait la compta, il a la boîte mail pour recevoir les commandes, les machins, les trucs, et puis se connecter à des services SaaS. Il est tout seul avec son PC. Bah, on y a mis un FireCloud, un EPDR, du MFA et du MDR, et pour 200 balles par an, il a full protection avec du SOC H24 et on lui a pas mis de firewall. Parce qu'en fait, sa machine, on l'a mise en vase clos. Il a du firewalling, il a le filtrage, il a les services d'un UTM. Là où mettre un T25 à 3000 balles à 3000 balles pour 3 ans, donc à 1000 balles par an, c'était pas entendable économiquement pour lui. Il a une machine, il est full SaaS, son imprimante USB, EPDR, MDR, MFA, FireCloud, il est full protégé, il a tout. D'accord? Dans ce cas-là, ça pourrait remplacer parfaitement un firewall.
Le client veut enlever son firewall. OK, monsieur. Qu'est-ce que vous avez en local? Bah, j'ai pas de local. Moi, mon entreprise, elle est complètement distribuée. OK, pourquoi pas, mettez du FireCloud, effectivement. Vos utilisateurs sont tous dans des régus, dans des bureaux à droite, à gauche ou en télétravail. Oui, vous n'avez rien à protéger en local. Oui, parfaitement, ça peut venir à la place d'un firewall. On pourrait aussi se dire, je mets un firewall instancié dans mon OVH ou mon Azure, etc. et j'envoie mes utilisateurs. Oui, je pourrais le faire comme ça. Économiquement, est-ce que ce serait plus intéressant? Je crois pas. Oui, James, question. On est d'accord que à ce stade, c'était pas une imprimante réseau, c'était une imprimante USB. Maintenant, une imprimante réseau pour toi tout seul, ça fait cher l'imprimante, quoi. Ça fait cher l'imprimante. Ouais. Alors, ça va arriver. Tu vas bientôt pouvoir faire des exceptions pour dire oui, tu es en FireCloud, tu es tout seul, et oui, tu auras le droit d'imprimer localement sur ton imprimante réseau ou d'accéder localement à ton NAS. D'un autre côté, si tu te retrouves sur un site, prenons le cas de mon ébéniste, où d'un coup, il a plus son PC tout seul, mais il a un NAS, un copieur, etc., bah, comment tu les protèges? Bah, en vrai, peut-être que tu devrais remettre un firewall physique. D'accord? Interrogez-vous sur ce type de sujet, mais non, ça ne remplace pas. OK? Ça pourra servir pour des éléments distribués. Typiquement, on a un client dans l'ouest de la France, ils sont 80 salariés, il y a une quinzaine de salariés sur un site avec un petit NAS et des bricoles, on leur a mis un firewall. Tous les autres salariés sont en mobilité et ils accèdent tous à des ressources SaaS, FireCloud. Avant, soit on les aurait pas protégés, soit on les aurait fait se connecter au bureau pour essayer d'avoir la protection du firewall. Il aurait fallu mettre un M395 avec des fibres optiques, etc., pour héberger des utilisateurs qui sont pas là. Économiquement, ça peut être vachement intéressant et en termes de déploiement, c'est plus simple. Tu allais dire, Alex? Il y avait une question des tarifs. Parler d'argent, c'est sale. Qui c'est qui pose une question d'argent? Ah là là. Non, je vais pas dire trop de bêtises. Question tarif. Bah, posez la question à Infinigate, on est chez eux aujourd'hui. Question tarif. Alors, je vais faire une réponse de connard. Si tu n'en as pas besoin, c'est trop cher. Si ton firewall fait déjà ce qu'il faut, c'est trop cher. Tu n'en as pas besoin, ton firewall le fait déjà. Tu as déjà des FTTH, des FTTO, etc. Tu n'en as pas besoin, ne te pose pas la question du tarif. En vrai, non, c'est facile. Tu prends ta price list WatchGuard et puis tu prends FireCloud. Tu auras la licence 1 an, la licence 3 ans. Internet Security, donc c'est que pour protéger la navigation parce que tu n'as que des usages SaaS. FireCloud Total Access, c'est pour protéger et ta navigation et pouvoir accéder à des ressources locales si tu as le cas d'usage. Regarde, mais globalement, si on fait la comparaison avec notamment sur des TPE où il y a un usage pratiquement évident, pratiquement immédiat, quand tu as un user et qu'il y a un T25, ça vaut 3000 balles, ça vaut 3000 balles non remisées. Bah de toute façon, FireCloud, c'est intéressant. Ça doit être une centaine d'euros la licence par an, je crois, un truc comme ça. Donc, ça correspond à un cas d'usage. Et dans ce cas d'usage-là, de mon point de vue, c'est accessible. Maintenant, on regarde le tarif et discutons plutôt des use cases. C'est clair pour tout le monde? Et ben, dans ce cas-là, à distance, je vais vous souhaiter un bon apéro et un bon appétit. En local, on va leur dire au revoir après, parce que nous, on va boire un coup d'abord. Et puis, il y aura normalement un replay de ça qui devrait être disponible. Chloé est partie, donc on ne peut même pas confirmer. On devrait avoir un replay de ça sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, contactez l'équipe WatchGuard ou l'équipe Infinigate. Vous avez nos coordonnées, se-france@watchguard.com ou france@watchguard.com. Et il y a une adresse Infinigate globale, mais que je ne connais pas par cœur. watchguard-team@infinigate.com. Merci. N'hésitez pas, et surtout si vous en êtes resté à ça doit remplacer le firewall, c'est que vous avez raté un truc, appelez-moi, on boira un apéro. OK? Allez, passez une bonne journée tout le monde et à bientôt.